Donc ce matin, le propos, l'intention de la première table ronde que Charlène a animée, c'était voilà, poser un peu le cadre, le contexte, amener quelques éléments sur où on en est aujourd'hui, sans non plus en faire des tonnes. D'abord, je pense que la plupart d'entre vous est probablement déjà pas mal informé sur l'état de la planète. Et puis de commencer à poser un peu des grands principes. Donc on est resté plutôt dans les principes. Et là, l'idée de cette deuxième partie de matinée, en reprenant un format qui est finalement assez semblable, c'était pour nous, dans notre intention, de donner la parole à des personnes, on va dire, de terrain. C'est pas faire l'injure que vous êtes des personnes de dire que vous êtes des personnes de terrain, non ça va. Pour essayer d'illustrer de façon la plus précise et concrète possible comment ça peut se traduire, voilà, comment cette histoire d'hydrologie régénérative, cette notion, cette idée un peu nouvelle, ce changement dans notre perception, dans notre manière de voir les choses, ça peut avoir un impact dans un quotidien de travail, d'accompagnement. On va voir voilà, dans les différents profils, mais avec toujours un peu cette idée de transformer notre manière aussi d'imaginer alors là, ce sera surtout des agrosystèmes, on va rester beaucoup dans le domaine agricole, mais d'imaginer concevoir des agrosystèmes à partir de ces grands principes. Alors, je vais donner la parole, s'il veut bien, d'abord à Alain. Oui, dans la démarche aujourd'hui que j'ai essayé de mettre en place depuis 6-7 ans maintenant, j'ai essayé de la séquencer pour permettre donc aux vignerons, puisque moi je travaille essentiellement avec des vignerons, d'avoir un schéma de priorité pour mettre en place donc des parcelles qui vont être capables effectivement de retenir un maximum d'eau. Mais pas que de la retenir, on va évidemment la ralentir, l'infiltrer, mais aussi d'évacuer les excédents, parce que ça ne sert à rien non plus d'avoir trop d'eau. Le but, c'est pas d'empêcher l'eau de passer et d'aller à la rivière, le but c'est de permettre à cette eau de circuler partout dans la parcelle, de manière à ce que la parcelle soit homogène au niveau de son alimentation en eau, et de manière aussi à ce que la culture puisse en profiter et que la biodiversité qu'on va installer dans la parcelle ne devienne pas une concurrence directe sur la culture qui est en place. Le principe est simple, faire circuler l'eau le plus lentement possible pour qu'elle s'infiltre et prévoir évidemment, parce que c'est pas non plus négatif que l'eau soit évacuée, comment on va l'évacuer pour qu'elle retourne dans son cycle naturel. Donc dans cette démarche, la première chose que l'on fait, c'est inventorier et valoriser l'ensemble des ressources qu'on va avoir autour de la parcelle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les ressources, c'est la topographie, en utilisant la gravité. Ça va être le vent, ça va être la lumière, le soleil, la chaleur, la gestion de tous ces paramètres-là. Ça va être les arbres qui vont aussi devenir donc, des haies ou des arbres isolés. Ça va être aussi la façon d'imaginer quelles sont les ressources qu'on a envie de voir apparaître autour de la production viticole. Donc essayer de rentrer dans une sorte de polyculture qui permettra aussi de sécuriser les productions. La deuxième étape, c'est effectivement de tracer les lignes clés, parlons français, et de valoriser chacune des énergies, c'est-à-dire que cette gravité qui existe, comment on va la valoriser, à quoi elles vont servir, les couverts végétaux, à quoi ils vont servir, parce qu'ils n'ont pas qu'une seule utilité. On parlait de régénérer le sol, bien sûr, c'est la première étape, c'est la première nécessité, mais pas que, c'est-à-dire que c'est aussi une façon d'amener ce qui existe de façon naturelle et sauvage autour des parcelles, dans la parcelle, en choisissant des espèces donc, qui vont être de la même famille de celles qui existent, ou tout simplement des fois celles qui existent, de manière à les intégrer. Ça va être ensuite de matérialiser les noues. Alors les noues, c'est des baissières, hein, c'est donc ces fameux fossés fermés qui vont permettre de retenir l'eau, fermés mais pas fermés définitivement, ils sont fermés avec un trop-plein, de manière à ce que l'eau puisse effectivement être évacuée, soit pour retourner dans le cycle naturel, soit pour retourner dans une autre eau. Délimiter et organiser les zones, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, j'ai souvent la question, quand un agriculteur, un vigneron m'appelle en me disant, voilà, j'aimerais monter une parcelle selon ce principe-là, quel cépage vous me conseillez? Alors, je regarde et je dis, je m'en fous, on s'en fout de ça. Le cépage, c'est pas lui qui va déterminer la façon dont ça va se passer. Le cépage, on regardera ça quand on aura tout imaginé.
tout tracé. Et quand on aura fait tout ça, on va regarder le sol qu'on a, le porte-greffe qu'il faudra mettre, et le cépage qui vous conviendra au climat, et au vin que vous voulez faire et aux clients que vous avez. Mais ça, c'est vraiment la dernière chose qu'on va regarder. Et orchestrer la biodiversité, parce que souvent on parle d'agroforesterie, on parle de couverts végétaux, de la CS, on parle de beaucoup de choses en fait qui sont autour de l'agroécologie. Mais en fait, ce n'est pas des choses isolées, les choses doivent s'imbriquer les unes dans les autres et se rendre des services les unes aux autres. Comment je passe l'une à l'autre? Je clique. Voilà, c'est bon. Donc, inventorier, valoriser les ressources, c'est organiser et orienter dans un contexte durable, prévoir les moyens qui seront mis en place, appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. Personne n'est un génie. D'un coup, on ne fait pas tout bien. Donc, on peut mettre en place un certain nombre de végétaux qui ne sont pas forcément ceux qui vont être les plus adaptés, même si dans notre tête, on avait imaginé ça. La nature, des fois, elle nous dit que ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Même si on a pris toutes les précautions pour regarder ce qui se passe autour. Par exemple, ce qui a bien fonctionné dans l'une des premières parcelles que j'ai conçues, j'avais regardé un petit peu dans la galerie comment les arbres poussaient, qu'est-ce qui se passait autour, et je m'étais rendu compte qu'en fait, pour se protéger, la nature pour se protéger des prédateurs, entre guillemets, c'était des moutons, a laissé pousser des frênes au milieu des ronces. Les moutons ne mangent pas les ronces, donc le frêne pouvait pousser. Et une fois que le frêne poussait, donc ce qui était rigolo, c'est que les ronces ont laissé pousser le frêne. Et ensuite, cet écosystème s'est étoffé. Et j'ai essayé de reproduire la même chose dans la parcelle, mais moi, le frêne, il m'intéressait qu'à moitié, donc je me suis dit, c'est de quelle famille? Ah, c'est un oligacé, alors je vais mettre des oliviers. Donc j'ai mis des oliviers, et autour des oliviers, comme les ronces, j'ai pas envie de me piquer, j'ai mis des murs, sans épines. Et le système fonctionne très bien, parce que dans cette zone-là, toutes les mycorhizes et tous les micro-organismes qui sont bénéfiques à ces familles-là sont présentes, et donc ont assisté à cette production. Et d'ailleurs, mes murs et les oliviers ont mieux poussé que la vigne. La vigne qui est un intrus, en fait, au final. Se connecter aussi au système intégré plutôt que séparé. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que si j'avais mis des murs et des oliviers en bord de parcelle, ça aurait été sympa, mais le fait de les mettre au milieu, ça a permis à cette vie qui était autour de venir dans cette parcelle. Développer une approche holistique, créer une ou plusieurs productions, et c'était le cas des murs, des olives et de la vigne. Et utiliser les interfaces et valoriser les bordures. Pourquoi? Parce que c'est toujours en lisière de bois, en lisière de haies, que la vie est la plus intense. Quand vous faites un inventaire floristique ou faunistique, vous vous rendez compte que c'est toujours là qu'on va trouver le plus de familles différentes et le plus de vie intense. Donc, plus on va en créer dans les parcelles, et plus on bénéficiera de cette vie. Optimiser l'efficacité énergétique, donc collecter et stocker l'énergie. L'énergie dans le cas présent, dans le sud de la France, c'était le cas, c'est l'eau. Le soleil, on en a en général de trop. Donc on va chercher plutôt à créer une ombre mitigée. L'ombre mitigée, l'olivier est parfait pour ça, mais il y a aussi le robinier, il y a aussi l'albizia, qui ont d'autres avantages et qui peuvent effectivement créer une ombre qui n'en est pas une, puisqu'on a de l'ombre du soleil en permanence. Donc. Et la vigne sait gérer ça. C'est gérer, parce qu'au départ, la vigne est une plante de lisière. Donc elle sait gérer des périodes un petit peu ombragées avec des périodes ensoleillées. Alors on sait pertinemment qu'une vigne qui serait à l'ombre toute la journée, une vigne qui ne fait pas de raisin. Mais une vigne qui est en alternance à l'ombre et au soleil, c'est une vigne qui fait encore plus de photosynthèse. Ça excite la photosynthèse. Le fait, ça excite les cellules. Et donc ça produit très bien. Le tout étant de savoir quels sont les arbres qu'on va mettre à côté. Et quels sont les types de cépages qui vont pouvoir vivre à côté d'un arbre. Pour ceux qui connaissent la vigne, on a des cépages qui ont des pores érigés. Et des cépages qui ont des pores retombants. Les cépages qui ont des pores retombants, ce sont des cépages qui ont toujours vécu à côté des arbres. Et les cépages qui ont des pores érigés, ce sont des cépages qui ont vécu dans les clairières, qui se sont développés dans les clairières. Quand vous mettez un cépage à pores érigé à proximité d'un arbre, il cherche à s'en éloigner. Et tout l'effort qu'il va produire pour s'en éloigner réduira la production. Inversement, quand vous mettez un cépage à port retombant à côté d'un arbre, il va grimper, il va essayer de passer au sommet, parce qu'il sait le faire, et il produira davantage. Donc on peut jouer sur les cépages, et ne pas toujours imaginer la vigne avec un seul cépage. Mais on peut très bien imaginer la vigne avec des cépages multiples qui mûrissent en même temps, et faire les cuvées directement à la parcelle, plutôt que de chercher à faire des assemblages ensuite.
Alors c'est vrai que vous me direz que quand vous êtes en Bourgogne et qu'il n'y a que du Pinot, c'est compliqué. Mais bon. Favoriser la régénération, utiliser et valoriser les ressources qui sont renouvelables. Donc effectivement, on va utiliser, si on a besoin de BRF, si on a besoin de, on va pouvoir mettre en place des arbres qui vont être taillés en tétard, par exemple, qui permettront de faire du BRF et de l'utiliser à bon escient, soit pour, par exemple, faire des remplacements et aider les remplaçants à pousser au départ. Soit ça va être aussi, si on est rentré dans un cycle un peu plus large en polyculture, choisir des arbres comme le mûrier, par exemple, qui vont être un fourrage extraordinaire quand il n'y a plus d'herbe en été. Et c'est vrai que dans les régions méditerranéennes, l'été, à partir de juin, on n'a plus d'herbe, elle est sèche, quelle que soit l'herbe. Et si on a des végétaux capables de nourrir je dirais le bétail qu'on a sur la propriété, c'est un gros avantage. Conserver la zone sauvage et favoriser la collectivité écologique et créer des corridors. Alors ça, effectivement, c'est très important. Et dans ma démarche, j'ai essayé de faire rentrer l'agroforesterie dans cette démarche-là. C'est très difficile d'expliquer à un vigneron qu'il faut mettre des arbres dans une parcelle parce qu'il va me dire « je ne vais pas passer ». Ça va m'empêcher de ramasser. S'il ramasse à la machine, je ne peux plus ramasser. S'il veut passer avec une estimeuse, il me dira « je ne pourrai pas estimer le rang ». Et donc, petit à petit, j'ai orienté tout ça vers les noux, vers des corridors. Et en mettant en place ce principe-là, avec la noue, on arrive à densifier énormément la quantité d'arbres qu'on va mettre donc, sur un hectare. Et on arrive très rapidement à avoir entre 150 et 160 arbres à l'hectare qui ne sont pas dans les rangs de vigne et qui traversent la vigne de part en part. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc je passe sur ce qu'on a déjà vu, autrement. Voilà quelques exemples de design, en fait, qui suivent où les plantations vont suivre les courbes de niveau, avec une noue sur le haut de la parcelle de gauche, avec une noue sur le haut de le haut à droite de la parcelle de droite. Et on donc retenir l'eau en haut de la parcelle, et ensuite, le fait d'avoir planté en suivant les courbes de niveau permettra, si on en avait besoin, de retracer les lignes clés, de manière à ce que l'eau reste systématiquement donc, plus longtemps dans les parcelles. Une parcelle comme celle-là, qui a été plantée, qui a été préparée depuis 2014 et plantée en 2017, c'est une parcelle aujourd'hui qui est capable de retenir, je ne suis pas allé plus loin parce que je pense que c'était sans fait, on a intégré, en faisant un test d'infiltration, 200 mm en 20 minutes, 3 fois. On a pu infiltrer 200 mm en 20 minutes, 3 fois. Le terrain d'à côté qui n'a pas été préparé, qui est de la même acabit, mais qui a été piétiné par les moutons, comme celui-là l'était aussi au départ, on a mis 200 mm à 10h. Et à 17h30, il en restait la moitié. Donc le travail qui a été fait a vraiment porté. En fait, c'est une parcelle qui ne ruisselle plus. Et qui infiltre tout ce qu'elle reçoit. Et quand on la voit au mois de mai-juin, et qu'on se promène dans la garrigue, on a l'impression qu'on a un golfe en plein milieu de la garrigue. Voilà un petit peu le travail qui a été fait dessus au départ. Donc, 2 semis au départ. Il a fallu passer les disques 5 fois pour semer la première fois, parce qu'on n'arrivait pas à avoir de la terre fine. On a semé, on a semé et ressemé. Et ensuite, avant de planter, c'est là qu'on a tracé les lignes clés avec un ripper pour descendre à 80 cm de profondeur, en suivant les courbes de niveau, et ça a été planté en suivant ces courbes-là. Voilà l'évolution. À gauche en 2014, en 2020, à quoi ça ressemble. La même chose dans le Vaucluse, autre problématique. La problématique, c'est que la parcelle était inondée dans son milieu en permanence, parce que, on voit, elle est presque plate, mais elle n'est pas plate. Donc ça n'existe pas, le plat. Et en fait, on va le voir dans la façon dont la parcelle a été plantée, elle suit la courbe de niveau, donc elle fait un zigzag. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a permis d'amener l'eau qui se concentrait au milieu, jusque sur les bords. Et les excédents, le sous-sol est creux. Donc il y a une couche d'argile qui est très profonde, qu'on n'a pas pu traverser pour essayer d'évacuer l'eau d'une certaine façon. Et donc, c'est un grand creux, et donc l'eau se concentre au milieu, effectivement. De toute façon, elle repassera par le milieu. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un bassin qui, lui, a permis, en fait, de récupérer les excédents par le sous-sol. Et depuis, même avec les 230 mm qui sont tombés l'année dernière au mois de septembre,
il n'y a jamais eu de flamme. Et donc la vigne se porte comme un champ. Elle a été plantée elle aussi en 2017. Et aujourd'hui, elle produit ses 60 hectolitres sans problème. Donc elle a été plantée avec 3 cépages, séparés par un corridor, et séparés sur la deuxième partie entre les... Donc il y a de la clairette en haut, il y a le corridor, du Bourboulenc et de la Marsanne. Et entre les deux, on a donc, entre la Marsanne et le Bourboulenc, c'est une ligne de petits fruits. Et dans le corridor, ce sont des oliviers, des amandiers, de la lavande, du thym, il y a des tas de choses. En fait, et aujourd'hui on le laisse sauvage, en fait, ça se débrouille tout seul. Et on a des tas d'animaux. Quand on va là-bas, c'est des lièvres, des lapins, des perdreaux, des faisans. Et dans le bassin, on voit bien que les sangliers sont venus boire, mais on voit bien qu'ils ne sont pas venus nous manger les raisins. Voilà un petit peu le projet, quand on l'a développé, tout ce qu'on voulait y faire. Parce que là aussi, on pense aussi, il y a le côté social de la chose. C'est une parcelle qui est éloignée. Donc quand les ouvriers ils vont travailler, il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres autour, ils sont à 20 km de la propriété. Donc ça veut dire qu'ils mangent là-bas. Donc on a aménagé un endroit sympa, avec un abri qui empêche donc, de laisser passer le banc quand c'est l'hiver, donc il fait assez bon, et qui va être en homogénéité avec une table, avec ce qu'il faut pour faire de la grillade sans mettre le feu. Donc moi j'appelle ça une planche à roquette, pour ceux qui savent ce que c'est qu'un roquestone. C'est le principe du roquestone avec une plaque en fonte par-dessus, et en 10 minutes on monte à 600 degrés, on met ce qu'on a grillé dessus, et il n'y a pas de flamme et il n'y a pas de fumée. Voilà à quoi ressemble la parcelle. Donc c'était au départ, quand on a tracé, alors on ne voit pas bien parce que c'est que des piquets sur la gauche, en février, on avait tracé donc la ligne principale. On a demandé, parce que c'est planté à la machine, on a demandé à une société qui s'appelle Vitisat d'améliorer son système de plantation. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand vous demandez à un entrepreneur de planter la vigne, il a un logiciel sur la machine à planter qui peut tracer le premier pied et le dernier pied. Donc en fait, il fait des lignes droites. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a intégré son logiciel dans le tracteur qui a un GPS. On peut tracer point par point à la distance qu'on veut. Donc là, si on plante d'un mètre, on compte tous les mètres. Il fait le tour de la parcelle avec son tracteur, il enregistre tout. Et puis, en quelques 15 minutes, tous les rangs de vignes apparaissent en suivant les courbes, comme vous voulez, parallèles. Et puis, la machine part, il plante, et elle plante exactement comme le dessin a été fait. On voit bien le zigzag, alors que la parcelle a l'air très plate. On voit bien qu'il y a une courbe. Et on voit le bassin sur le bord. Alors, il nous a fait une piscine olympique, hein, l'entrepreneur. C'était pas ça qu'on voulait au départ, on voulait que ce soit un peu moins large. Mais bon, il nous a fait une piscine olympique qui fait 80 mètres de long, sur 5 mètres de large, et 2 mètres de profond. Alors, l'eau reste pas longtemps, hein, parce que, en fait, on voulait prendre l'eau au milieu de la parcelle et l'amener au bord, parce qu'au bord, c'est plus rocailleux, et l'eau peut s'évacuer petit à petit, doucement. Voilà où ça en est aujourd'hui, en 2021. En 2021, parce qu'en 2021, il était tombé 200 mm, donc on voit l'eau où c'est qu'elle s'est mise, elle s'est mise dans le bassin. On voit la production qui n'a pas été pénalisée. Et en 2022, c'est toujours pareil, hein, la vigne, on voit que c'est sec au sol, parce qu'effectivement, il a fait chaud, il ne pleuvait pas. 85 mm d'eau, il est tombé en 2022, entre le 1er janvier et les vendanges. Donc la vigne n'a pas souffert, elle n'est pas écimée, c'est pas la peine. Hein. De toute façon, on écime de moins en moins, on s'est rendu compte que quand on n'écimait pas, les raisins gonflaient quand même. Alors que si on écimait, les raisins ne gonflaient pas au moment de la raison. Donc depuis des années, on écime plus. Donc on va passer tout ça, parce que c'est des choses que l'on voit. Ce qui est intéressant, c'est pas ça. J'avance pour toi là, si tu Oui, vas-y. veux. Tu me dis stop. Je te dis stop. Vas-y, encore. Encore. Encore, ça c'est pareil. On l'a vu. Encore, bon ça c'est les claims, mais ça on en a parlé. Vas-y. Ce qui m'intéresse, c'est les images. Voilà un exemple de nous, comment ça fonctionne. Un ruissellement qui vient au-dessus, un fossé qui va récupérer les eaux de ruissellement, l'eau va s'infiltrer dessous et va permettre effectivement d'infiltrer l'eau petit à petit, de plus en plus bas. Faut faire attention effectivement quand on est très pentu, parce que si on fait des nœuds quand on est très pentu, on emporte le sol. Ça va de soi. Donc on change de système dans ces cas-là. Vas-y encore. C'est quoi que tu as sur la noue? Alors, je reviens au bout. À quel endroit? Sur la bosse.
Ah, c'est un figuier de Barbarie. Ah, d'accord. Ça, c'est tout. La végétation des arbres en général. Voilà, ça c'est intéressant. Donc c'est un projet qui a été initié, qui a démarré en novembre 2000. Les travaux ont commencé en novembre 2021. Alors, on voit la noue quand elle a été creusée, donc le 24 et 25 novembre. Et puis, quelques temps après, une quinzaine de jours après, c'est bien plus loin. Il est tombé 25 mm. C'est un champ de luzerne, donc c'est couvert. La luzerne est là depuis 3 ans. On pourrait se dire, l'eau s'infiltre, a priori. Et bien voilà comment les noues se sont remplies, après 30 000, même pas 30 000 mètres de pluie. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait les quaylines, c'est-à-dire qu'on a tracé des quaylines, eh bien, il ne fallait plus 25 ou 30 mm de pluie pour que les noues se remplissent, il en fallait 70. Donc ça veut dire qu'on a infiltré. Et donc, le vigneron me disait, mais j'aurais jamais pensé que ça ruisselait, parce qu'on ne voit pas ruisseler. Alors, ça n'érode pas, parce que le sol est couvert, mais ça ruisselle, et ça ruisselle énormément. Et donc, le fait d'avoir mis les quaylines et les noues, ben, on a retenu en fait 70 mm au total, dans la parcelle, dans la noue, et à l'intérieur de la parcelle. La parcelle a été plantée, donc ensuite les noues ont été plantées avec des arbres. Là, on densifie, c'est-à-dire qu'il y a un arbre tous les mètres. Et il n'y a pas qu'un arbre tous les mètres, puisque là, ce sont des arbres qui ont été plantés. Il y a aussi une rangée de petits fruits qui va être plantée devant les arbres. Et il y aura aussi des artichauts qui seront plantés devant les petits fruits. Alors, pourquoi de l'artichaut? Parce que l'artichaut ne demande pas d'entretien. En fait, si on est malin et que le jour où on va le récolter, au lieu de couper ça de tige, on coupe toute la tige et il est taillé. Et il est reparti pour la prochaine et pendant 5 ans, il va fournir. Alors pourquoi on a mis de l'artichaut aussi? Parce qu'on a un voisin à côté du domaine qui est un maraîcher et qui fait des légumes. Et donc c'est lui qui va s'occuper de ramasser les artichauts pour les commercialiser et en laisser quelques-uns à la propriété à la vente au caveau. Voilà. On peut avancer? Encore. Encore. Voilà. Les exemples en terrasse. Sur le côté, là-bas, donc complètement à gauche, c'est à Marciac, donc dans l'Aveyron. Sur le milieu, c'est un projet dont je m'occupe, donc en Anjou, où les terrasses étaient faites depuis 1973, mais faites pour évacuer l'eau. Ce qu'on a fait, c'est il y a un fossé derrière chaque terrasse. En fait, il y a un bief derrière chaque terrasse. Cette eau qui s'évacuait, on a mis des trop-pleins pour l'empêcher de partir. Parce qu'en fait, elle était drainée. On le voit dans les descentes. Dans les descentes, on a les dépressions. Des tuyaux ont été mis pour évacuer l'eau. Donc, effectivement, c'est une propriété, le rendement était minable. Et voilà à quoi ça ressemble une fois planté. Donc, on voit bien les noues et la plantation qui suit les courbes de niveau, de manière à pouvoir retracer les quaylines le jour où on en aura besoin. Encore un peu, accélérer. Voilà. Là aussi c'est intéressant, mais vas-y, va un peu plus loin, jusqu'à la fin. Là, stop, hop, tu reviens en bas. Voilà. Là, on est en Champagne, c'est un projet qui est en cours, qui n'a pas commencé, mais qui commencera bientôt, où on voit la façon dont c'est planté aujourd'hui. Alors, on voit qu'on a beaucoup d'arbres. L'agroforesterie en Champagne, c'est un top. Et ça, c'est quand tu as pris dessus. À la suivante, et ça, c'est à quoi ça va ressembler une fois transformée. Voilà. Et là, c'est pareil, on aura une densité de 150 arbres à peu près à l'hectare. On a refait, tous les chemins sont refaits, toute la circulation est refaite. Et encore une fois, même ici, même si c'est un grand groupe, c'est pareil. En RSE, ils sont bien avancés. Il y a un endroit ici, au milieu, qui est prévu pour le personnel, pour manger, et pour pouvoir être bien entre midi et deux quand ils ont fini de travailler. Même si plus tard, ça peut servir aussi à faire venir des groupes pour leur faire visiter la parcelle et déguster à plein air. Voilà. Super, merci à vous. On répondra à une question à la fin. Oui, on peut peut-être prendre juste une question. Peut-être une question, Juste une maintenant, question, ça permet de casser le rythme avant d'enchaîner avec une autre présentation. Alors, Sébastien, je me présente, je suis paysan maraîcher à Annecy. Et je suis curieux de savoir comment travailler les terres avec un tracteur
dès lors qu'on est perpendiculaire à la pente, parce que concrètement, bah, on ne le fait pas, nous, parce que ça pose problème, quoi. Ça chasse. Quand on est comme ça, on n'a pas le choix, c'est des terrasses. T'as combien de pentes? Voilà, ça il faut quand même. 10, 15%. Voilà, au-delà d'un certain pourcentage de pente, on ne va pas pouvoir. Il va falloir faire des terrasses, quoi. Voilà, il faut faire des terrasses. Et même des fois, on arrive à les faire toutes seules, c'est-à-dire qu'au départ, si on bute le côté, on arrive petit à petit à les aplanir. Donc quand on est dans des pentes raisonnables, on peut. Ça veut dire quoi? Jusqu'à combien les pentes raisonnables? Alors ça dépend ce que vous avez comme tracteur. Si vous avez un Carraro, c'est jusqu'à 55%. Avec le Carraro, moi, dans ce projet-là, où on a des pentes quand même qui sont un peu plus importantes que les vôtres, ça va être travaillé avec un Carraro. Mais là, on est dans une entreprise qui a les moyens. Eux, ils travaillent habituellement avec des Fend, donc entre Fend ou un enjambeur qui vaut très cher et acheter un Carraro qui vaut 100 000 €, c'est que dalle pour eux, quoi. Mais c'est vrai qu'après, il faut avoir le matériel adapté quand on peut mécaniser. Voilà. Ça, on n'a pas le choix. Mais sinon, de toute façon, comme de la même façon qu'on ne peut pas, on n'a pas pouvoir faire de nous dans un terrain trop pentu, on sera obligé de faire donc des biefs. On est obligé de faire des terrasses. Moi, j'ai un endroit, on ne l'a pas vu, mais où je le planterai bientôt. La parcelle fait 80 arts, elle est trop pentue. En dévers, ça ne va pas. Avec un tracteur agricole, on passe, mais avec un tracteur vigneron, ça passe pas. On se casse la figure. Eh bien, là, on n'a pas le choix. On va faire des terrasses. Je vais faire venir donc un bulldozer, entre guillemets, qui aura une lame et qui va me redresser donc des plages, en fait, pour que je puisse planter la vigne à droite à gauche. Ou peut-être même plus large parce qu'on peut le faire. Mais c'est pas grave parce qu'à partir du moment où on va avoir de l'eau, des végétaux, ça va à une vitesse grand V. Pour vous donner une idée sur une parcelle à Châteauneuf-du-Pape dans les galets, qui aurait pensé qu'on pouvait semer dans des galets comme ça? Il n'y a que des galets. Quand on regarde Châteauneuf-du-Pape, dans le bas, c'est que des galets. On a fait des semis depuis 7 ans. Le taux de matière organique dans le sol est passé de 1,2 à 4%. Alors attention, c'est pas de l'humus, c'est de la matière organique, l'argile. Mais c'est de la matière organique qui retient l'eau. Donc on arrive à faire des choses, le sol repart vite. La chose la plus facile à modifier, c'est le sol. Dès qu'on met de l'eau et de la vie, il repart. Au début, il ne faut pas avoir peur effectivement d'aménager comme il faut aménager. Il ne faut pas se dire je vais casser le sol. Moi j'ai eu ce genre de réflexion, notamment à Faugères, dans le sud de la France, de gens qui avaient des pentes effectivement très fortes, qui plantaient dans le sens de la pente et qui me disaient oui, mais si on commence à toucher le sol, à faire des terrasses, on casse tout. Je dis, vous cassez quoi? Vous avez un sol mort. Il n'y a pas d'air, il n'y a rien qui pousse, c'est des cailloux. Vous n'allez rien casser. Vous allez au contraire, quand vous allez redresser, vous allez retenir l'eau, et la vie va s'y mettre. Et effectivement, il y en a qui l'ont fait et ça marche. Donc il ne faut pas avoir peur au départ. Même si en permaculture, on n'arrose pas, même si en permaculture, on ne touche pas le sol, il faut commencer quand même par le toucher une fois au moins. Super, merci beaucoup Alain. Et ben on va continuer notre épopée voilà, pour aller découvrir d'autres projets. Et du coup, ouais, si ça te va, Chansak, on va voyager un peu, je crois, avec toi. On voyage toujours avec Chansak de toute façon. Donc voilà, on va aller voir un peu différents projets que tu portes. Pareil, je te fais un petit signe quand on arrive à la fin de 15 minutes. Donc, ça va pour ça? Hello tout le monde. Ça s'entend ça? Tu près de ta bouche. Si. Ah oui. Ça marche comme ça? Non? Ça marche. Ah, c'est toujours plus facile en fait quand on a une guitare et un groupe avec nous quoi, pour monter sur scène. C'est vrai que je suis pas hyper à l'aise en fait à parler au public. Je vais faire de mon mieux. Alors. Donc oui, on va voyager un peu. J'ai été du coup chargé de vous présenter en tout cas ce qui se fait ailleurs dans le monde. Pourquoi ailleurs dans le monde? C'est vrai que du coup nous, avec notre structure, notre Permalab, on a des projets qui se font en Europe, en Afrique aussi. On a collaboré aussi en Amérique latine dans divers projets donc, qui sont surtout vertueux, donc, qui se veut vertueux dans ce qui peut être l'hydrologie régénérative en tant qu'on veut la percevoir aujourd'hui.
Donc avant de même commencer, je voudrais juste rendre hommage à toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui et qui travaillent en tout cas pour une meilleure agriculture, pour une meilleure gestion du territoire et surtout pour une meilleure gestion de l'eau, qui est du coup l'élément essentiel à la vie. Donc tous ceux qui ne sont pas là aussi et qui vous allez certainement voir dans la présentation, qui sont donc, parmi des grands maîtres, parmi des grands menteurs, parmi des grandes inspirations, donc des sources d'inspiration très importantes. Donc j'ai décidé aussi pour la présentation de ne pas vous présenter mes projets perso ou avec qui on travaille dans la boîte, plutôt vous présenter ce qui se fait ailleurs. Je ne veux pas faire de la promotion de ce que nous on fait, mais plutôt vous présenter en fait des projets que je trouve assez génial, en tout cas dans le monde. Et puis j'ai choisi plusieurs continents, plusieurs différents types de climats aussi pour illustrer le fait que en fait cette hydrologie régénérative ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait du coup au Brésil où là où il y a beaucoup de précipitations et puis une humidité ambiante constante. Bon bref, donc l'hydrologie régénérative, donc améliorer les petits cycles de l'eau à l'échelle terrestre. Je dis à l'échelle terrestre parce qu'on va voir en fait qu'on a déjà parlé des petits cycles de l'eau, mais en fait à l'échelle planétaire, clairement, tout ce que nous on peut faire, c'est vraiment un petit grain de sable en fait dans ce qui est le cycle de l'eau de manière très globale. Par contre, on peut avoir une influence très importante dans les petits cycles de l'eau à l'échelle de territoire et comme on va le voir souvent plus en fait dans l'échelle du coup de bassin versant. Donc la première chose, c'est intégrer les pratiques de conservation de l'eau et des sols. On l'a déjà vu, l'eau sans les sols, en fait, ça ne marche pas. Il n'y a pas de cycle hydrologique s'il n'y a pas des sols vivants. Donc la gestion de l'eau, c'est très important. Donc captage, infiltration, distribution, stockage, purification, dépollution et irrigation. Développer des sols vivants. Donc je ne vais pas trop m'y attarder là-dessus parce qu'il y a d'autres personnes qui vont parler de ça aujourd'hui. Augmenter la couverture arborée et maximiser la photosynthèse. Bon, enfin, je dis arborée, mais évidemment, ça a été déjà touché par Alain, les couverts végétaux. Ça fait partie aussi de ces différentes pratiques avec lesquelles on peut augmenter la photosynthèse à l'intérieur de la parcelle. Favoriser le développement des microclimats, gestion des forêts et des paysages agricoles et gestion des troupeaux et des pâtures. Donc, élément très important, les animaux dans le paysage et leur rôle aussi dans la construction de sols vivants. J'ai mis cette petite phrase en fait qui me tient à cœur parce qu'en fait moi aussi, donc plus nous apprenons, plus nous réalisons à quel point nous en savons peu. Et c'est vrai, en fait, lorsqu'on rentre en tout cas dans ce qui est la science hydrologique, qui est une science qui est hyper vaste, on va se rendre compte en fait qu'elle est quand même hyper complexe et que je pense que jamais on saura la fin de cette science-là. Jamais on comprendra complètement tous les cycles essentiels à la vie, tous les cycles terrestres et surtout ces cycles de l'eau qui a une influence sur tous les autres cycles en fait sur Terre. Je vais passer à la prochaine. Voilà, donc là ici il y a Victor Schauberger. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Victor et son travail? Voilà, je l'ai mis là en fait avant de passer à les grandes présentations de projets et tout ça parce que je trouve en fait que son approche son approche à l'eau et son approche à l'énergie de manière très générale en fait est vraiment très intéressante. Lui il était un forestier, il était un inventeur, il était un philosophe, il écrit plein de bouquins qui sont vraiment très intéressants dans lesquels on comprend des concepts de thermodynamique, des concepts en tout cas tout ce qui est systémique, etc. Et puis voilà, je voulais juste en fait faire hommage à Victor Schauberger et tout son travail, toute sa vie dédiée à l'eau et à la compréhension en tout cas des écosystèmes. Prochain. Alors quelqu'un qui est encore en vie, Gérald Pollack, c'est important, c'est un petit clin d'œil parce que ces gars-là en fait il a découvert apparemment, en fait il a fait la découverte du siècle autour de l'eau, la 4e phase de l'eau. Ce qu'on appelle aussi l'eau nouvelle, une eau qui apparaît en fait entre guillemets nulle part, on ne comprend pas très bien d'où est-ce que ça vient, mais je vous conseille fortement son ouvrage dans lequel il y a une petite phrase que j'avais beaucoup aimée qui dit « La vie c'est l'eau qui danse au rythme des solides, sans cette danse il n'y a pas de vie ». Prochain. Et évidemment, donc Bill Mollison, parce que il y en a peut-être parmi vous qui connaissent beaucoup ce concept de permaculture, et je voudrais surtout démystifier tout ce qu'on n'a jamais entendu sur la permaculture, tout ce qu'on a cru comprendre en fait par permaculture. Tout à l'heure, en fait, on était dans la voiture et j'entendais derrière moi que ça parlait en fait des jeunes en Sarwell en train de faire des danses, je sais pas quoi. En fait,
C'est pour ça que j'aimais Bill Mollison, parce que lui, il était vraiment un gars très sérieux. Quand il a créé ce concept de permaculture, voilà, il n'était pas en train de danser au sargouel à faire la salutation au soleil. C'était très pragmatique. Et en fait, pour ceux qui sont encore en doute de qu'est-ce que c'est que la permaculture et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, en tout cas à la conception des écosystèmes ou des agro-écosystèmes, et même voire même en fait au-delà de ça, je vous conseille vraiment d'aller lire ces bouquins avant de juger qu'est-ce que c'est la permaculture, parce que c'est là où on va retrouver en fait que c'est véritablement une science très complexe. Prochain. Donc on parle d'hydrologie, donc un petit fait, en fait on va rapidement parler en tout cas des 3 étapes de ce qu'on conçoit aujourd'hui comme la science hydrologique. Donc la première étape, c'était une étape plutôt mythique, c'est à l'époque en tout cas des Grecs, où l'eau, en fait, c'était d'ailleurs Thalès de Miléto, qui était un philosophe, qui était les premiers en fait à dire à se rendre compte en fait que l'eau elle était partout, mais pas seulement dans les océans, dans les rivières, dans les lacs. C'était même en fait Homère qui a fait aussi suite aux travaux de Thalès de Miléto sur l'eau, qui a évoqué dans l'Odyssée que l'eau de sous-sol, en fait l'eau des nappes, l'eau de sous-sol, quoi, et bien de l'atmosphère. C'était une première compréhension hydrologique en fait des différents réservoirs qui sont connectés. Thalès de Miléto aussi, il avait compris que l'eau elle était partout dans les vivants en fait, pas seulement en fait dans l'eau visible, mais tout ce qui était l'eau invisible en fait à l'intérieur de nous, dans la matière organique, dans la biomasse, etc. Ensuite, on passe à une phase technique qui va être en fait l'ère Mésopotamie, romaine. Ici, j'ai mis un nilomètre aussi en Égypte. Donc là, vraiment, on est dans la technique de l'eau. On n'a pas encore compris complètement qu'est-ce que c'est que l'hydrologie autant que science, quels sont les différents réservoirs, comment ces réservoirs en fait s'interagissent les uns avec les autres. On est purement dans une technique, plutôt dans l'hydraulique, ok? Donc mesurer, prendre des mesures, là clairement les nilomètres c'était ça, en fait mesurer les différentes crues du Nil pour savoir en fait à quelle période il y avait donc des dépôts de sédiments importantes, quelles étaient les périodes en fait les plus favorables en fait pour certaines cultures, etc. L'époque de Mésopotamie aussi qui était assez bien connue par leur développement hydraulique sur le paysage, et puis les Romains évidemment. Ça a pris quelques milliers d'années pour y arriver jusqu'à ce gars-là, donc Robert E. Horton, donc l'American Geophysical Union, qui était donc en 1930, qui a créé, en tout cas qui a été à la base de la première discipline hydrologique autant qu'une science. On va étudier ces différents réservoirs, on va comprendre ces différents réservoirs, on va les nommer, on va les catégoriser, on va calculer leur volume, etc. Et c'était jusqu'en 1972, donc dans la Déclaration des Nations Unies sur l'environnement humain, qu'il y a les premières donc, en fait, actes qui ont été, pas actes, mais en tout cas pratiques qui ont été actés pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. Donc ça a pris à peu près 2000 ans entre là, en fait, le fait qu'on a découvert que l'eau en fait elle était partout, et le moment dans lequel en fait on déclare l'eau comme une science en soi, quoi. En tout cas l'hydrologie. Passe. Donc l'hydrologie est en tout cas une science qui est au carrefour entre plusieurs disciplines. Donc on va voir en fait d'abord toutes les disciplines qui sont liées à l'atmosphère, donc l'hydrométéorologie, la météorologie et la climatologie. Donc tout ça, on va dire en fait que d'une certaine manière, ça c'est qu'on va faire de l'hydrologie régénérative, qu'on va créer des paysages à usage agricole, urbain ou autre, sur la base de la conception hydrologique. Ça c'est les règles du jeu. Quel est, du coup, en fait, quelle est la météo, quel est le climat, comment ça évolue ces climats, en fait, dans ma région, etc. C'est les règles de jeu, c'est les éléments avec lesquels, en fait, on va jouer, c'est des invariables, que nous, on n'y peut rien pour changer. Donc, en tout cas, je ne sais pas si ça a été présenté ou pas, l'échelle de la permanence, c'est un outil avec lequel on travaille justement, en fait, pour pouvoir concevoir ces paysages. C'est un ordre logique dans lequel on va suivre, donc, en fait, une sorte de framework, des cadres de travail, pour pouvoir accomplir, en tout cas achever un design complet. Et puis, les premières étapes, en tout cas, de cette framework, c'est les climats, comprendre les climats. Non, très bien. Ensuite, il y a tout ce qui est donc l'hydrosphère, donc potamologie, limnologie, donc rivières et lacs, et étangs aussi. Tout ce qui est propre à la lithosphère, donc la agrohydrologie, en fait, là, clairement, on y est plein dedans, donc en hydrologie régénérative, mais on va voir en fait que ça ne porte pas que sur le milieu agricole. L'hydrogéologie, la géomorphologie, donc la forme terrestre, orographique aussi,
et l'hydrologie de surface et des sous-surfaces. Donc vraiment tout ce qui est l'eau de ruissellement et l'eau d'infiltration des premières couches du sol. Et ensuite, une influence effectivement directe et puis une science en tout cas qui est très reliée à l'hydrologie, c'est du coup la science des écosystèmes, en tout cas l'écologie, la sylviculture et la éco-hydrologie. On va travailler tout ça lorsqu'on parle d'hydrologie régénérative. Voilà, donc là, tout peut y passer. Donc météorologie et climatologie, ce sont quelques exemples, en tout cas des éléments qu'on va analyser avant de démarrer n'importe quel projet. En fait, la première chose qu'on va faire, c'est se renseigner sur quel est le climat, quelle est la météo, comment ça évolue, en fait, aussi loin que possible. La géomorphologie, donc on a déjà parlé, donc la forme de la terre, la forme du terrain. Vas-y. L'hydrogéologie, donc parfois, en fait, lorsqu'on parle d'eau, d'hydrologie, en fait, on va voir que l'unité minimale de mesure, c'est les bassins versants, sauf que il est très courant, en tout cas, que la surface de captation va parfois, en fait, même au-delà de ces bassins versants, parce que, du coup, il y a une géologie, un substrat géologique, en tout cas, qui conduit les eaux très différemment que la surface du territoire. Et donc, c'est parfois important, en tout cas, de savoir sur quel substrat on est positionné, en tout cas, au niveau parcellaire, pour pouvoir mieux comprendre, en tout cas, quelle est la dynamique de l'eau à l'intérieur de notre paysage. Voilà, donc les bassins hydrographiques, donc c'est l'unité minimale des mesures. En fait, c'est à partir de là qu'on va commencer nos études. Donc, comment l'eau ruisselle à l'intérieur de ces bassins hydrographiques. Tout le monde voit ce que c'est un bassin hydrographique? Lève la main qui ne sait pas. Non. Qui veut bien nous donner un petit... qu'est-ce que c'est qu'un bassin hydrographique? Il y a des hydrologues quand même dans la salle, non? Allez. Non? Personne? Bon, en tout cas, un bassin hydrographique, c'est simple. On va dire que c'est une cuvette qui est, en tout cas dans le paysage, qui est délimitée par une ligne de crête principale. C'est-à-dire, en fait, en tout cas, l'épine dorsale en fait, de ces paysages, en fait, c'est la ligne de crête, et c'est ça qui va séparer, en tout cas, un bassin hydrographique d'un autre. Ligne de crête, c'est synonyme de ligne de partage des eaux. Donc, quand on est sur la crête d'une montagne, si on regarde à droite, l'eau tombe là-bas, si on regarde à gauche, l'eau tombe là-bas, et parfois on a un bassin et un autre bassin. C'est le cas ici, par exemple, de cet exemple-là. C'est une finca sur laquelle on travaille en ce moment en Andalousie. Et là, du coup, la finca en rouge, par contre, en fait, la zone d'influence de cette finca, c'est en bleu. Ce sont des bassins versants. Donc, en fait, si on est positionné dans un paysage dans lequel on a 300 hectares de terre, ces 300 hectares de terre, en fait, ils font partie d'une plus grande surface qui est des 1374 hectares qui drainent vers ces terres-là, ou en tout cas qui ont une influence sur les terres sur lesquelles nous, on va travailler. Donc c'est important de comprendre quelle est la dynamique dans les bassins versants et quelle est ma position dans le bassin versant pour ainsi pouvoir travailler. Vas-y. Prochain. Donc voilà, dans les systèmes d'information géographique, en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est des outils qui vont nous aider à mieux comprendre, en fait, cette hydrologie-là, en tout cas, cette interaction entre l'eau et la surface du terrain. Vas-y. Avec ces systèmes d'information géographique, on peut faire différentes analyses. Donc ici, par exemple, on voit ce qu'on appelle un indice d'humidité topographique, donc ce qui peut nous raconter comment est-ce que l'eau se comporte lorsque ça ruisselle. Et là, du coup, ça nous fait des modélisations des terrains dans lesquels on peut visualiser justement en fait, la forme du terrain, son volume et la relation qu'elle a avec l'eau qui ruisselle lorsqu'il y a de la précipitation. Vas-y, prochaine. Fais play sur cette vidéo, vite fait. Donc ça, c'est autre chose qu'on peut faire avec la modélisation. C'est hyper intéressant. Tu arrives à mettre play? Voilà, là ici, par exemple, on a donc c'est le même paysage avec un design hydrologique, sans design hydrologique. On fait pleuvoir. Donc c'est des plugins qui permettent en tout cas de pouvoir faire pleuvoir en fait dans ces paysages-là et de voir en fait quelles sont les zones d'accumulation, etc. Et puis une fois qu'on a implémenté donc des logiques de gestion de l'eau à l'échelle des paysages, en fait, à travers de ces outils-là, ça nous permet de voir quelle est la distribution de l'eau. Chose qui est très importante pour encourager notamment l'infiltration, ralentir l'eau, etc., etc. Bon, donc voilà. Ok, l'hydrologie et l'agriculture au service de l'environnement. Vas-y, suis. 2 minutes.
2 minutes. Balèze. Il va falloir que je cours là. Donc en fait, on a déjà vu Yeomans, Simon il a introduit Yeomans, qui était du coup à la base de cette, on va dire, en fait, de cette conception, cette science de la conception des paysages agricoles. Donc là ici on voit donc quelques exemples. Là c'est un projet au Portugal, donc des amis qui travaillent là-bas sont vraiment géniaux et puis en fait j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est actuel ça. Et clairement, du coup, là, on voit un paysage qui est extrêmement dégradé. En fait, ça, c'était un travail qui était fait juste après un feu forestier, donc 2 ans après le feu. Donc, il n'y avait vraiment plus aucune végétation. Et c'était un travail qui était fait, du coup, justement pour pouvoir encourager, en tout cas, la reforestation de toute cette parcelle-là. Donc, en commençant par la strate pour la couche d'hydrologie. Donc, ça, on l'a déjà vu. En tout cas, c'est la ferme, donc, Yubbarnie en Australie. Donc, Yeomans, c'était la première ferme. Aujourd'hui, c'est une zone protégée. Et puis, du coup, c'est gardé, en tout cas, en ferme agro-silvopastorale. Vas-y. Je voulais parler aussi, donc, évidemment, du rôle de la végétation, en fait, dans les paysages. Parce qu'on parle, en fait, justement, on parle d'hydrologie, on va imaginer, du coup, de l'hydraulique. Mais en fait, non. C'est pas que de l'hydraulique, c'est pas que des baissières et des bassins et des choses comme ça, en fait, des infrastructures. Améliorer les cycles de l'eau, ça commence par améliorer les cycles de l'eau à l'intérieur de la parcelle. Et quel est le meilleur élément que faire ça, en fait, que les arbres et la végétation. Ça fait des milliers, des millions d'années qui sont là, qui font ça, et qui font ça très efficacement. Et puis là, on a quelques exemples, en fait, de ce qui est l'agriculture syntropique, donc une agroforesterie de succession. Une agroforesterie multistrata qui du coup porte en tout cas des fruits aujourd'hui un peu partout sur Terre et qui est hyper intéressante parce que elle se base dans la logique des successions naturelles, mais aussi du coup la création donc en fait des systèmes qui sont très résilients face au changement climatique, donc notamment l'adaptabilité en fait aux sécheresses et à l'eau par le biais donc de systèmes agroforestiers très 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 complexes. Vas-y, suis. Voilà quelques exemples. Donc voilà, stop. Donc là, je voulais vraiment présenter Darren Doherty, alors que c'est un des grands maîtres, en tout cas c'est un de nos grands maîtres. Et puis je veux le présenter, pas vraiment lui, pas vraiment son travail, mais la plateforme qu'il a créée, Regrarians, pour ceux qui sont intéressés à aller vraiment très loin, plus loin, faire partie d'un réseau qui existe aujourd'hui, c'est Regrarians, c'est un réseau, on y est peut-être plusieurs en fait dans la salle qu'on fait partie, et c'est vraiment incroyable. Ça parle en fait de tout, tout ce qu'on parle aujourd'hui, en tout cas que ce soit agriculture régénérative, hydrologie régénérative, etc. Ces réseaux, ils couvrent tout, il y a plusieurs milliers de personnes tout autour de la planète, et puis vraiment c'est un réseau qui est ultra dynamique, et c'est hyper intéressant au niveau, déjà en fait pour les amateurs de l'hydrologie régénérative, mais aussi pour les professionnels, c'est génial. Voilà, donc quelques exemples en tout cas de design de Darren. Vas-y, suis. Jesus Ruiz, donc c'est un espagnol, lui il est en Espagne, il fait surtout de design et de l'implémentation. Lui il n'est pas, comme Darren en fait, lui il n'est pas paysan, lui il n'est pas installé, il n'est pas agriculteur, mais par contre en fait, lui à la base il est topographe. Il s'est formé avec Darren notamment pour ces différents types d'aménagement, donc en fait l'Equiline Design, et donc c'est vraiment un grand nom aujourd'hui dans tout ce qui est la science hydrologique et la gestion donc en fait de paysages agricoles par l'Equiline Design. Il fait des trucs absolument géniaux, des systèmes qui sont très 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 vertueux, dans lesquels on intègre pas seulement la gestion de l'eau dans la grande échelle, en tout cas de bassins versants, voire même plusieurs bassins versants, mais aussi il intègre donc des systèmes agricoles, agroforestières, viticoles, etc. Eugenio, donc un hommage à lui qui était il était mexicain comme moi, en fait, un hydrologue mexicain, ingénieur, et puis qui a créé donc en fait la société Mascumus, dans laquelle il accompagnait donc des centaines, voire peut-être des milliers des agriculteurs, en fait, pas seulement au Mexique, mais tout autour de la Terre, et dans lequel un des ouvrages en fait, les plus connus aujourd'hui, c'est Rancho San Ricardo, qui est une propriété de 180 hectares au Mexique, qui est gérée par un pote à moi, et à Simon aussi, et qui est vraiment en fait un des exemples les plus aboutis, je crois, en fait, à l'échelle d'un paysage, et ce que ça peut donner en fait l'Equiline Design à toutes les échelles, en fait, la gestion de l'eau, la production agricole, même sociale, en fait, il y a beaucoup de personnes de la communauté qui travaillent, en fait, dans la ferme, etc. C'est vraiment génial ce qu'ils ont mis en œuvre.
Mark Shepard, bon, enfin, vous connaissez peut-être tous, en fait, c'est aussi un autre pionnier qui j'ai eu la chance en fait d'étudier avec lui. C'est vraiment un super gars qui a, du coup, en fait, à la base de Restoration Agriculture Development, il écrit plusieurs bouquins. Et donc, je vous conseille fortement d'aller voir en fait ce qu'il fait et puis surtout de lire ses bouquins. Voilà. Donc, tout peut passer les photos. Voilà. Tu veux encore en présenter Ouais, je vais passer vite fait en fait comme ça. Donc Las Cañadas, pareil, en fait, c'est un projet au Mexique dans lequel on intègre là, donc en fait tout type de systèmes agroforestiers. Il y a au moins 5 différents types de systèmes agroforestiers, aussi bien que de la production de bambou pour la construction. Ils font aussi de la construction, donc ils sont un atelier dans lequel ils collectent leur bambou, ils récoltent leur bambou, ils font des séchages, et ensuite ils font de la construction complètement hallucinante en fait avec la production de la ferme. Ils sont énormément, du coup c'est une coopérative agricole déjà, à savoir en fait Las Cañadas, c'est pas juste un agriculteur, c'est une coopérative, ils sont plusieurs, je crois qu'ils sont une trentaine. Et voilà, c'est un exemple aussi qui est hyper chouette, génial, et qui met en pratique en tout cas l'hydrologie régénérative sous la forme de Keyline Design. Vas-y. Donc Sepp Holzer, pas besoin d'introduction, et puis en fait on a déjà vu. Donc pareil, Pani Foundation, on a déjà parlé, enfin il y a quelques images, mais ça, je vous conseille d'aller vraiment voir en fait ce qu'ils font Pani Foundation au-delà de ces quelques photos. C'est vraiment un projet qui est absolument génial et qui porte en tout cas une dimension sociale qui est impressionnante aussi, parce que là on parle pas d'une petite coopérative, là on parle des villages entiers qui s'y met. Là-bas il y a très peu de ressources, donc dans les photos vous allez voir en fait que tous ces différents paysages ils ont été creusés pour la plupart à la main par des milliers de personnes en fait qui sont qui ont pris le week-end pour creuser des vestiaires et des choses comme ça pour améliorer en tout cas le défi 40 jours je crois. Défi 40 jours pour creuser. C'est ça. Voilà. En tout cas, ouais, c'est absolument génial. Voilà, tu peux continuer. John Todd, donc juste un petit mot là-dessus, c'est un gars qui travaille surtout sur la dépollution de l'eau. Donc pour ceux qui sont intéressés pour comprendre en tout cas ce qui est les designs écologiques, en tout cas de l'eau, la dépollution même en fait des métaux lourds, des choses en fait, lui il travaille souvent pour des grandes usines et en tout cas des grands polluants. Et il met en place en tout cas des systèmes de régénération de eau à toutes les échelles pour dépolluer notamment. Vas-y. Donc Brad Lancaster, pareil, en fait designer et qui écrit en fait ces bouquins qui s'appelle Rainwater Harvesting, qui est du coup un super ouvrage pour tout ce qui est la récolte de l'eau. Lui il travaille beaucoup dans le milieu urbain, donc c'est pour ça que j'ai voulu l'intégrer ici. Donc vraiment beaucoup de ses recherches intègrent du coup l'habitat en fait et les milieux urbains. Vas-y. Donc ça c'est un clin d'œil pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui font partie des pionniers en France en fait, qui œuvrent même parfois sans le savoir en fait pour une hydrologie régénérative. On parle d'agriculture régénérative, mais en fait on a une influence très forte sur le cycle hydrologique. Et du coup ça c'est un petit clin d'œil en fait ailleurs dans le monde. Pour tous ces autres, du coup je l'ai passé en fait beaucoup de temps à chercher des trucs. En fait je croyais que c'était une table ronde. Et en fait, Simon m'a dit, t'as préparé ta présentation. Donc j'ai eu vraiment très peu de temps pour la préparer, mais en tout cas, ouais, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et voilà, donc un petit clin d'œil en fait pour ces personnes qui œuvrent aussi ailleurs dans la terre, pas seulement pour régénérer en tout cas les cycles de l'eau, mais pour accompagner les agriculteurs, les sylviculteurs, en tout cas les grands gestionnaires de paysages aujourd'hui. Et voilà, et en fait, nous apprend plein de choses en fait sur voilà, tout ce qu'on vient de parler ici aujourd'hui, la régénération du sol, la régénération des hommes, des femmes, en tout cas de toute la vie sur Terre. Voilà. Super, merci Jean-Jacques. Je vous avais dit qu'on allait voyager, je pensais pas qu'on allait faire autant de fois le tour du monde. Mais du coup, peut-être, je ne sais pas s'il y a une question par rapport à la présentation de Jean-Jacques. Évidemment, ça a été très vite, il y a beaucoup de références. On vous partagera toutes ces références-là pour que vous les ayez, vous puissiez aller creuser et aller rencontrer aussi tous ces pionniers. Voilà. Et merci, on se joint à ton hommage. Oui, moi c'était on pourra avoir les diapos et ouais, on va vous partager tout ce qu'on a vu là depuis. Ouais, partager. Enfin voilà, je n'ai pas demandé à toutes les personnes qui ont fait des présentations. Juste, il y a deux questions. Alors moi je ne suis pas scientifique, donc j'apprécie énormément quand c'est vulgarisé.
J'avais une question un petit peu naïve du coup, mais là on voit beaucoup le lien entre agro-hydrologie régénérative. Est-ce qu'il y a aussi des exemples où juste on laisserait la forêt, ou on régénérerait une forêt qui est peut-être malade, juste pour la sanctuariser et se dire là il y a des moments où il faut aussi plus du tout de mains de l'homme qui viennent, on va dire, s'imprégner dessus, parce que il y a quand même toujours un moment de façonnage. On voit que c'est pas des designs complètement naturels, même si c'est magnifique. Voilà. Oui, en fait, c'est une très bonne question. Et oui, il y a des projets comme ça. Donc, notamment ici en France, on a donc, la Fondation Francis Allais qui sanctuarise, je ne sais pas combien, des milliers d'hectares en fait, pour pouvoir créer une forêt primaire, une autre forêt primaire en Europe. Donc, ça serait la première, je crois, en fait, d'Europe de l'Est. Et donc oui, c'est hyper intéressante. Cependant, du coup, les échelles de temps dans lesquelles la forêt primaire, en fait, elle va arriver et puis elle va accomplir tous ces services écosystémiques. En fait, elle est très longue. Là où, en fait, nous, par le design et puis en fait par la gestion des paysages, et notamment agricoles, parce qu'en fait, on a déjà la main dessus et on a besoin de les gérer, on peut accélérer tous ces processus, en tout cas de régénération, et notamment, du coup, avoir une forte influence sur la régénération des processus, en fait, un peu plus global des services écosystémiques, que ce soit en fait des stockages de carbone, la production de biomasse, la purification de l'eau, l'infiltration, la recharge des nappes, etc., etc. Mais je pense en fait que ce n'est pas une solution, c'est une solution parmi toutes les autres en fait, à implémenter. Et clairement, la conservation en tout cas des milieux naturels et l'encouragement en tout cas des développements des forêts primaires encore sur Terre, c'est clairement quelque chose qui est indispensable aujourd'hui. Pas seulement pour nous, en tout cas comme espèce humaine, mais en fait pour la totalité des communautés et la dynamique des communautés dans les écosystèmes de la Terre, quoi. Je pense en fait qu'il ne faut pas oublier l'importance des zones. Comme Bill Mollison le définit en permaculture, la zone 5 c'est justement la zone de forêt primaire. Et après on a la zone 3 qui est la zone où on va plutôt cultiver, et cet entre-deux. Et donc je pense que c'est ça qui est important, c'est d'implémenter des zones 5 dans des zones, ne pas les oublier, quoi. Merci. Une dernière question. Oui, alors une question plus technique. Pour le coup, bonjour, merci pour cette présentation. Et on a vu des très beaux modèles, que ce soit de pluvio ou de ruissellement à l'écran. Je voulais savoir si vous avez développé vos propres modèles ou est-ce que les existants fonctionnent en fait par rapport à votre démarche et sur ce genre de projet, parce que en école d'agro, on apprend à se servir de quelques modèles en SIG, moteur 7, ce genre de choses. Et je voulais savoir s'il y avait des nouvelles choses qui apparaissaient. Alors, du coup, nous, on n'a pas développé des modèles en soi. En fait, on n'est pas développeur, en tout cas, on ne travaille pas pour les systèmes d'information géographique, on ne développe pas, en tout cas, des applications comme ça. On s'en sert de ce qui est déjà existant. Par contre, en fait, il y a énormément de développeurs aujourd'hui dans ce milieu-là. Et puis, clairement, en fait, il y a des nouveaux plugins, en fait, qui apparaissent à chaque fois, en fait, pour ces différents systèmes, qui sont hyper intéressantes et qui sont faciles à exploiter, entre guillemets. Et puis, du coup, il y a plein de différents systèmes d'information géographique qui ont tous, en fait, une certaine particularité. Voilà, mais ouais, clairement, en tout cas, il y a des développeurs qui sont à fond dedans, et puis du coup, au niveau hydrologie, il y a notamment ECRAS, qui est du coup un peu la norme, on va dire, en fait, aujourd'hui, pour cela, quoi. Modélisation hydrologique. Et c'est en open source? Pardon? C'est en open source? C'est en open source, oui. Super, merci. Merci, Tchansak. Merci. Alors on va continuer notre petit tour et du coup voilà, on accueille Sébastien. Est-ce que peut-être dire un mot pour te présenter? Je vais rester debout, moi voilà, c'est très bien. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Je suis la dernière présentation ou l'avant-dernière, c'est ça? L'avant-dernière, il y a Fabien. Donc gardez un peu du jus de cerveau parce qu'il y a plein d'informations qui vont venir entre Fabien et moi encore. Donc je suis ravi d'être ici. Donc je suis Sébastien Romégous. Je suis donc le fondateur de Biosphère et du Centre de développement de l'agroécologie. Et merci d'avoir mis notre logo comme parmi les pionniers. Effectivement, ça fait une dizaine d'années qu'on développe l'agroécologie, puis qui s'appelle de plus en plus l'agriculture régénératrice aujourd'hui. Mais en fait, donc on développe ces systèmes agricoles au démarrage des producteurs. Nous, on a commencé vraiment très proche du terrain. Donc, on animait des collectifs d'agriculteurs autour de la production de variétés de céréales anciennes, les couverts végétaux, les associations de culture, dans l'Ain.
Et petit à petit, eh bien, on s'est développé et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir travailler voilà, pour de très grandes entreprises, des États ou des collectivités qui souhaitent transformer leur chaîne de valeur agricole, qui souhaitent transformer leur filière. Et donc, voilà, c'est plutôt intéressant et je suis très heureux de pouvoir participer à, on va dire, une conférence autour de l'hydrologie parce que ça fait 1 an que j'ai commencé à réfléchir sur cette notion de façonner le paysage ou le système de culture pour mieux récolter l'eau. Et je trouve que les premières voilà, présentations qui vous ont été faites sont intéressantes et structurantes, notamment sur cette notion de façonnage horizontal et vertical. Et je trouve que c'est très à propos et je rejoins le fait que les sols et l'agronomie sont vraiment des méthodes pour venir structurer au niveau vertical l'infiltration de l'eau et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. La thématique de cette conférence, c'est de venir vous transmettre au travers d'exemples concrets comment nous on aborde cette notion de l'hydrologie dans la mise en place de systèmes de culture auprès voilà, de nos différents projets qu'on met en place. Mais aussi, je pense qu'il y a une problématique assez importante qui est assez peu, on va dire, explorée, c'est par où commencer pour régénérer un écosystème. Parce qu'on parle souvent d'agriculture régénératrice, on parle d'hydrologie régénératrice, mais si vous remarquez, dans toutes les présentations qui vous ont été faites, chacun parle d'holistique, d'intégration, parce qu'en fait, tout est relié. Donc, certes, on est des professionnels de certains secteurs, mais au final, on vient rejoindre toujours cette notion d'holistique, c'est-à-dire l'agronomie, l'agriculture, n'est pas complètement déconnectée des cycles de l'eau, des cycles du vivant en général. Il faut pouvoir tout mettre ça en place. Et donc c'est voilà, sur cette thématique-là que je vais intervenir. En 2 mots pour vous présenter les structures, parce que c'est mieux de savoir à qui on s'adresse. Donc moi je suis fils de producteur dans le sud de la France et petit à petit j'ai eu l'idée de façonner des entreprises qui permettent de structurer et de rendre mainstream l'agriculture régénératrice ou l'agroécologie. L'ambition, c'est que demain, ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle est complètement disparue parce que, on va le voir aujourd'hui, elle est très efficace pour nous permettre d'avoir des denrées alimentaires en quantité et ça peut être soumis à débat, mais quand même en qualité. Hein. Là, je reviens du Bénin, je peux vous dire que la question de l'aspect sanitaire au niveau de la nourriture, chez nous, c'est gagné. Et si on regarde cet aspect-là, on a quand même fait des choses formidables, quoi qu'on en dise. Il y a d'autres aspects au niveau de la qualité de la nourriture, mais c'est un système très efficace pour permettre ça. Maintenant, il faut la faire changer, cette agriculture, pour qu'elle permette de préserver les fonctions des écosystèmes. Et c'est avec cette ambition donc, que j'ai monté donc, Biosphère, le Centre de développement de l'agroécologie, l'Institut de formation d'agroécologie et Microsphère, qui sont des entités de R&D, de formation et de laboratoire pour permettre d'accoucher de ces systèmes-là et les rendre fiables au regard de toutes les entités qui auraient une relation avec le territoire ou l'agriculture. On peut passer. Alors, je vais commencer par une question, et je pense qu'avec les présentations que vous avez eues, vous êtes 100% aptes pour ceux qui sont non hydrologues dans la salle de répondre. Est-ce que ces paysages sont efficaces pour optimiser le cycle de l'eau? Et pourquoi? C'est quoi la principale dysfonctionnalité qu'on peut voir là? Sol nu. Il y a des sols nus, il n'y a pas de plantes, donc derrière, qu'est-ce que ça vient amener? Voilà, ruissellement, mauvaise infiltration, mauvais remplissage de la réserve utile, mauvais remplissage aussi des nappes d'eau profonde, etc. Pourtant, on est quand même ici sur quelque chose qui traduit 80-90% de nos paysages agricoles en plaine. Donc ça veut dire que malheureusement, hein, vous êtes tous d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel, mais c'est quand même ce qu'on croise la majorité du temps en plaine de céréales par exemple. On peut passer. Donc j'ai souvent coutume de dire malheureusement qu'une de mes plus grosses bases de données photos c'est de l'érosion et du ruissellement. Parce que quand on bat la campagne pour aller faire du conseil, ben on a beaucoup d'opportunités au printemps ou à l'automne de croiser ce type voilà, de dégâts, hein, puisque ce sont des dégâts sur des infrastructures naturelles. Donc on a de l'érosion massive et très visible sur 2 photos, mais on a également des phénomènes plus pernicieux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a des parcelles comme en bas en vigne, on est en Provence, on pourrait se dire, bon ben ça va, mais finalement on a des phénomènes de glaçage et de battance du sol, on a quand même des mouvements de matériaux dans les passages de roues, ici on a des phénomènes de battance généralisés sur la parcelle, et donc derrière on a une imperméabilisation, qui est un des phénomènes les plus problématiques. Tu peux dire un mot sur la battance? Oui, donc la battance c'est un phénomène qui vient glacer la surface des sols notamment qui sont limoneux, hein, et donc vous avez une couche plus ou moins épaisse qui vient empêcher l'eau de s'infiltrer, en tout cas qui diminue la vitesse d'infiltration. Et donc derrière, ça veut dire que si vous tombez 20 mm, il y en a peut-être la moitié ou les 3/4 qui vont partir dans le fossé directement et qui ne vont pas s'infiltrer sur la parcelle. Voilà, donc on peut passer.
Ici, vous avez encore quelques photos. Donc là, on est aussi en Provence sur de la vigne, avec de l'érosion qui est réelle. Donc derrière, on a une perte de capital. Donc qu'est-ce qu'on a ici comme problématique? Perte de capital sol, mauvais remplissage de la réserve utile et aussi des nappes d'eau profondes et des phénomènes de dégradation des sols parce que là, le sol n'est plus capable de boire l'eau. Un être vivant résiste à l'eau habituellement. Si vous et moi, on ne résistait pas à l'eau, on serait un peu embêtés là, dans cette salle. Un sol dit vivant, hein, on peut avoir plusieurs définitions, mais pour moi, c'est un sol qui résiste à l'eau. Parce qu'un sol qui résiste à l'eau, c'est qu'il y a un problème de déficit au niveau de ses structures naturelles, notamment de sa micro- et macroporosité. On peut passer. Ici, vous avez aussi un autre problème avec des sols qui fonctionnent mal. Vous avez de l'érosion là qui est visible. Et si on passe sur les autres diapos, encore, voilà. En fait, on observe très clairement que nous avons donc ici des phénomènes d'érosion, une accumulation de sédiments en bas de pente, et l'érosion va finir dans une mare, et donc va créer des problématiques de pollution diffuse. Ça peut être des pesticides, des résidus de pesticides, ça peut être des fertilisants, mais en gros, on vient apporter tout un tas de dysfonctions à l'écosystème. Donc, moi je suis issu d'une ferme qui était en agriculture très conventionnelle, mais pourtant, il faut accepter que malgré tout, ces itinéraires culturaux ne fonctionnent pas pour nous permettre d'avoir une hydrologie sur la parcelle qui marche, et derrière, on perd tout un tas de services. Donc, comment faire? Alors, on a eu des bribes, on a eu des fois des solutions complètes, des fois des bribes de solutions. Moi, aujourd'hui, je vais vous apporter comment je vois les choses. Donc, ici, vous avez deux parcelles. Je les montre très souvent en conférence parce que c'est assez édifiant. Vous avez juste un chemin de 3 mètres entre ces deux parcelles. Et pourtant, vous avez une réponse à l'eau qui est complètement différente. Donc, pourquoi on a cette réponse à l'eau aussi différente? C'est tout simplement les pratiques agricoles. Parce qu'on a les mêmes typologies de sol. On a la même pente, on est dans la même localité, il y a eu la même quantité d'eau qui sont tombées sur la parcelle, pourtant deux réactions complètement différentes à l'eau. D'un côté, on a un système plutôt classique de labour combiné semis, donc en gros je passe une charrue et je passe un outil d'affinage des sols animé, et après je plante. Et donc je me retrouve dans un système qui vient moins bien infiltrer l'eau, puisqu'elle s'accumule en bas de parcelle. On voit que l'eau n'est pas claire, donc elle est chargée en sédiments. Donc je dirais que c'est une forme d'érosion qui est peut-être la plus pernicieuse, parce que quand on a une craque dans sa parcelle, on voit les choses, on peut être choqué. Quand on a de la pollution, de l'érosion diffuse de cette manière-là, on ne le voit pas bien, on perd un demi-millimètre, 1 millimètre par an, mais en fait ça reste quand même une perte de capital net. À côté, on a un système ici, en semi-direct, depuis 7-8 ans, depuis que je monte ces images, ça va faire 10 ans, et donc on a une infiltration qui est extrêmement efficace. Vous pouvez rentrer avec des petites chaussures comme ça sur la parcelle, c'est pas un problème. Vous ressortez, vous n'avez pas de terre sous les pieds. À côté, vous allez sortir avec 1 kilo sous chaque pied. Donc ici, qu'est-ce qui a fait ça? Et on en a parlé durant ces différentes conférences que vous avez eues juste avant moi. Le végétal, la couverture des sols, sont des systèmes qui sont basés sur les couverts végétaux systématiques, restitution de biomasse, zéro travail de sol, donc on a du semi-direct de céréales. Et donc, on a eu une parcelle où on va avoir déjà en quantité de lombric, on va passer de 200 kg à 200-300 kg à plus d'une tonne. Donc derrière, on a une fonctionnalité, c'est-à-dire que la biodiversité nous apporte des fonctions et des services. On a une biomasse microbienne, on n'a pas fait de mesure, mais qui est sans doute plus importante également. Et on a surtout de la protection, c'est-à-dire que les végétaux qui ont été détruits avant l'implantation viennent protéger le sol, ralentir la vitesse de l'eau, favoriser l'infiltration. Donc là, on a un bon remplissage de la réserve utile. Et c'est ça qu'on recherche pour avoir une bonne agronomie. Et vous voyez bien que quand on fait une bonne agronomie, qui suit en quelque sorte un peu les règles de fonctionnement du vivant, qui soient toujours couverts, etc., on a une bonne hydrologie. Donc les deux cycles sont intimement connectés, et c'est ce qui a été présenté voilà, par la personne qui était au Canada, j'avais trouvé ça intéressant. Cycle de l'eau et cycle du carbone sont intimement connectés, et c'est la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher au travers d'une agriculture dite régénératrice? On va chercher à restaurer les fonctions des écosystèmes, en passant d'un système qui est industriel, efficace pour produire à manger, mais dégrade la biosphère, à un système qui va venir l'aggrader. Et donc derrière, on va chercher du zéro érosion, de la réduction des lessivages, beaucoup de micro et macro porosité. En fait, ce qui fabrique l'infiltration, c'est pas la magie, c'est juste que j'ai de la porosité. Donc cette verticalité dans mon sol qui marche, de la surface à la profondeur, ça fonctionne. Je dis souvent qu'un sol qui marche, c'est un sol qui vraiment est connecté de la surface à la profondeur. Et quand je dis profondeur, c'est 2 mètres, 3 mètres, la profondeur de sol. Des racines peuvent descendre largement jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres.
Donc quand on met un couvert végétal, on est plus efficace qu'un outil de travail de sol pour structurer le sol. Par contre, il y a des situations où des fois ça doit s'y prêter. On parle de l'agriculture de conservation en agriculture biologique. À un moment donné, on a des ruptures. Si on ne veut pas utiliser d'herbicide, on doit utiliser un peu de mécanisation. Donc il y a un peu de travail de sol. Donc c'est des défis techniques, des verrous techniques qu'il faut affronter. Mais par contre, on va éviter de brasser et travailler trop les sols. Et on va favoriser cette couverture permanente. Voilà. Donc, si on résume, qu'est-ce qui nous permet en agronomie de pouvoir avoir un sol résilient et qui fonctionne et d'avoir une bonne hydrologie? La couverture des sols, et j'ai à dessein un peu simplifié l'équation, sinon on rentrerait dans des débats d'experts, c'est pas le propos, j'ai que 20 minutes, mais en gros, dès que je couvre les sols, j'ai plus d'érosion, j'ai une meilleure infiltration. Voilà. Il n'y a pas de débat, c'est d'une netteté. J'ai pas besoin de dire oui, j'ai des sols à 1% de matière organique, 0,5, 10%, 4%. Vous prenez un sol à 0,3% de matière organique, vous le couvrez, il tient. Si la couverture est homogène. Cette couverture, elle est faite à base de quoi? C'est de la biomasse végétale. Donc derrière, la biomasse végétale se nourrit quoi? Du soleil et de l'eau. Donc on a encore cette connexion cycle du carbone et hydrologie. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quelle est l'équation de restauration d'un écosystème? On a plein de notions qui peuvent venir se percuter et je pense qu'il faut sortir en fait de choses trop floues. On parle de photosynthèse, de couverture, de biodiversité, de services écosystémiques, d'eau, de carbone, on pourra en rajouter des centaines. Mais quelle est l'équation en fait et par où il faut démarrer pour pouvoir restaurer un écosystème, que ça soit en agronomie ou que ça soit, on va dire, une sorte d'ingénierie des écosystèmes qui, je pense, va émerger de plus en plus. En tout cas, de plus en plus, je me dis que je ne fais pas de l'agronomie, je fais de l'ingénierie des écosystèmes et je sors un produit alimentaire pour les humains, mais en fait, c'est bien la garantie que mon écosystème n'est pas détérioré par mon action qui m'importe et pas que juste produire de la nourriture. Donc pour moi, l'équation est celle-ci. Alors je l'ai forcée un peu linéaire, hein, forcément c'est systémique, mais si je la mets de façon linéaire pour un peu segmenter les choses, j'ai d'abord l'eau, qui permet de produire du carbone et de la biomasse vivante, qui permet de faire de la biodiversité. Moi, ça me fait toujours rire quand j'entends les gens, ils me disent oui, pour faire de la biodiversité, il faut arrêter les pesticides. Donc, bien sûr que l'arrêt des pesticides permet de ne plus détruire certaines parties de la biodiversité, et notamment des fongicides ou des insecticides systémiques à spectre large. Mais en fait, si vous n'avez rien à manger, la biodiversité, elle ne va pas faire x1000. Alors que si je garde le même niveau d'utilisation des pesticides, mais que je viens de travailler le volet végétal, création de niches écologiques, couverts végétaux, etc., je vais avoir une bonne biodiversité indifféremment des pesticides qui sont utilisés. Je sais que ça fait mal, hein, moi je consomme de la bio depuis très longtemps, toute l'exploitation familiale est désormais en bio, donc je ne suis pas un anti-bio du tout. Par contre, il faut regarder la réalité des faits, c'est pas une opinion ce que je suis en train de vous dire, c'est des mesures depuis 10 ans. Donc en fait, la vraie question, c'est si je veux de la biodiversité, je dois avoir de l'énergie. Et en fait, là c'est l'équation de l'énergie sur Terre. De l'eau et du soleil permet de faire de la photosynthèse, qui permet de créer des niches écologiques, qui permet de créer tout ça. Vas-y, on peut y aller. Voilà, donc en fait, l'eau plus le soleil permet de venir stabiliser un écosystème grâce à de l'énergie disponible, soit le pollen et le nectar, hein, à travers des fleurs, soit la biomasse directement consommée, soit des fruits directement consommés, soit à la destruction du couvert par les décomposeurs du sol qui seront aussi consommés. Donc tout ça fabrique de l'énergie. En fait, la photosynthèse, et quand on travaille des systèmes de culture ou d'élevage performants, on va récolter efficacement l'énergie du soleil. Mais pour récolter efficacement l'énergie du soleil, j'ai besoin du moteur de la vie qui est l'eau. Et c'est pour ça que ces deux notions sont intimement reliées. Et derrière, je peux avoir de la biodiversité. Et c'est pareil, les services écologiques ne sont fournis que par de la biodiversité utile. C'est-à-dire que dans un désert, il n'y a pas de service écosystémique. Donc en fait, pour avoir des services écosystémiques, j'ai besoin de biodiversité. Pour avoir besoin de biodiversité, j'ai besoin d'énergie. Et l'équation de l'énergie, elle est ici. Oui, tu peux passer. Et donc forcément, il y a une sorte de relation entre l'eau et le carbone. C'est-à-dire que, on l'a vu à plusieurs égards, dès que je commence à remettre des infrastructures naturelles, et si je les design bien, j'influence ce petit cycle de l'eau, mais en fait par tout un tas de petits cycles, j'influence le grand cycle aussi de l'eau, et donc il y a une forme de cercle vertueux qui se met en place à partir du moment où je dessine correctement mes systèmes de culture. Donc comment je fais pour dessiner ces systèmes de culture? Et je vais prendre deux exemples. Donc le premier, un exemple pris sur la vigne. Oui, tu peux y aller. Donc la vigne, elle a des besoins en eau qui vont commencer, voilà, printemps, été. A fortiori, ça augmente au débourrement, la floraison, la nouaison, la véraison, et ensuite ça réduit. Donc ça, ce sont des phases printemps-été. La vigne, l'hiver, elle est en repos végétatif.
Elle a moins besoin d'eau aussi à l'automne et notamment après la chute des feuilles, parce que si j'ai plus de feuilles, j'ai plus de photosynthèse, j'ai moins besoin. J'ai plus de besoin pour le coup. Et donc j'ai stocké mes réserves. Et donc derrière, il faut avoir une stratégie quand on façonne un système viticole. On va pas juste dire, je restaure l'écosystème, je produis plus de raisin. Parce que des fois j'entends un peu ça, et c'est vrai. Moi je peux faire une parcelle avec blindée de vers de terre et excellente qui produit que dalle en fait. C'est pas un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait on est en train de chercher la combinaison produire en qualité et en quantité, tout en garantissant que l'écosystème n'est pas détruit. Et donc on a une période ici, là, en hiver et au printemps, où on peut mettre en place des couverts végétaux. Alors on pourra parler de périn ou de semer. Là je vais prendre l'exemple du semer. J'aime bien le périn parce qu'on l'a mis une bonne fois pour toutes et après il dure. Mais on va prendre un exemple de restauration de la qualité des sols et d'infiltration en tenant compte des besoins de la plante cultivée. Ma plante cultivée, je sais qu'à partir d'ici, je dois couper la pompe à eau. Alain l'a très bien dit, le végétal dans la vigne peut concurrencer au niveau hydrique. Donc, il faut faire attention en fonction de l'état des sols, de la réserve utile et du stock d'eau prévalent, et du climat en général, et de la chance d'avoir de la pluviométrie, notamment à partir du milieu du printemps, où là on peut avoir de la concurrence et faire chuter les rendements. Donc tu peux passer. Donc derrière ici, je vais chercher quoi? Je vais chercher à recharger le profil de sol. Donc je veux que ma verticalité soit opérationnelle, c'est-à-dire quand l'eau tombe sur la parcelle, ça vient remplir ma réserve utile au maximum. Bon, des fois j'ai des sols très superficiels, de 30 cm, donc ça c'est une autre chose. Bon, si le sol est profond, il faut le remplir. Je cherche à avoir de la porosité, de la matière organique au fur et à mesure du temps, et à retenir l'eau, via aussi l'augmentation du taux de matière organique. Et donc ici vous avez trois systèmes qu'on a développés pour le Médoc au travers, voilà, on accompagne plusieurs châteaux. Derrière, c'est de passer d'un système qui couvre aujourd'hui 98% des surfaces, qui est celui-ci. Donc, les sols sont à nu, chaussage, déchaussage. Je me retrouve en fait avec un système, en plus, ce sont des vignes étroites, donc je passe avec des enjambeurs très lourds, donc je dégrade la structure de sol. J'ai un linteau de 10 cm sur mes interrangs qui aussi empêche une efficacité de l'infiltration. Donc j'ai un système qui certes produit du raisin, en plus on aime bien qu'il stresse un peu, comme ça il fait du tanin, etc. J'ai même eu des cas où des gens se sont efforcés durant les 10 dernières années à réduire d'un point de matière organique parce que c'était trop vigoureux. Ils ne se sont pas dit, tiens, je pourrais gérer la vigueur de ma parcelle en mettant de la concurrence avec des couverts végétaux, plutôt que d'essayer de diminuer mon taux de matière organique. Mais c'est comme ça que c'est vu, et on a des erreurs fondamentales de positionnement, en tout cas c'est mon avis, attention. Par contre, ça n'empêche pas de faire des très bonnes bouteilles et de faire une très bonne production. Comment je fais? C'est quoi ma première étape? Qui va avoir le minimum de frottement. Parce que là, on parle de la vraie vie, c'est-à-dire que si on arrive et qu'on dit au viticulteur, tu vas changer toute ton organisation du travail, on va changer toutes tes pratiques entre aujourd'hui et l'année prochaine, ça ne passera jamais. Donc, quelles sont les pratiques qui ont le maximum d'efficacité pour le minimum d'effort? Et donc, on s'est dit, ben voilà, la première chose à faire, c'est un enherbement, un rang sur deux, avec du 100% légumineuse ou des mélanges de graminées légumineuses, qui permettent de pouvoir couvrir les sols au moins un rang sur deux, favorisent l'infiltration de l'eau un rang sur deux. Par contre, on a un dégagement autour des vignes suffisant, et j'ai un passage où mes travailleurs et mes ouvriers peuvent passer, ça ne me change rien dans mon organisation du travail, et derrière, je me retrouve avec quelque chose quand même de beaucoup plus efficace en matière de niche écologique. Un rang sur deux, j'ai quand même un couvert qui va jusqu'à mi-printemps. J'ai plus d'infiltration parce que j'ai mes racines et mon couvert qui travaillent pour moi. En plus, je fixe de l'azote, donc derrière, je peux imaginer des économies d'engrais à terme, parce qu'il faut que ça s'accumule. Et j'augmente mon taux de matière organique très progressivement. Et surtout, j'ai gagné du temps. C'est-à-dire que ça, c'est une équation qui, économiquement, le viticulteur, il est content. Pourquoi? Parce qu'il a gagné du temps. Un rang sur deux, il n'a pas travaillé ses sols à partir de début mars. Donc il a gagné 2 passages sur 50% de ses surfaces. C'est des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures de travail, selon la taille du domaine. Donc là, on a une équation économique qui marche, agronomique qui marche, écologique qui marche, et c'est ça qu'on essaie de trouver. Alors après, on va aller de plus en plus vers la nature et de moins en moins vers la praticité. Donc, tous les rangs, et où je laisse les couverts relativement longtemps. Et là, vous ne voyez plus la vigne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là derrière, ça change l'organisation du travail, quand est-ce qu'il faut tailler ou pas, parce que forcément, c'est des parcelles que je vais devoir tailler précocement, parce que derrière, j'ai trop de couverts. Les travailleurs, ils se retrouvent avec de l'herbe jusque-là, s'ils travaillent trop tard, donc ils se plaignent, et donc ça crée des problèmes sociaux. Donc derrière, là, on est sur des pratiques où il faut un engagement du domaine beaucoup plus fort. Par contre, ici, ne pas adopter ça, c'est même une erreur économique. Donc, on a réussi à trouver une bonne combinaison. Voilà, donc, si on a 100% des surfaces du Médoc avec le système, la centrale, déjà, on améliore les choses de façon très conséquente. On n'a pas forcément besoin d'aller directement ici à casser les pieds à tout le monde. Ça, c'est l'étape, peut-être demain. Mais ça peut être adopté dès aujourd'hui, sans trop d'efforts. On passe au suivant.
Voilà, donc là j'ai un système qui en termes d'hydrologie, carbone et biodiversité s'améliore de plus en plus et je réduis l'érosion, j'améliore l'infiltration. On peut passer. Donc ça c'est un autre exemple, donc c'est en Espagne, on travaille pour voilà, le groupe Andros qui nous mandate sur l'ensemble de ces sites de production les plus importants à essayer de changer massivement les pratiques. Donc moi personnellement j'ai quand même toujours été convaincu que quand le secteur privé allait s'engager dans cette transition on pourrait y aller massivement. C'est quand même le cas aujourd'hui, on a des beaux projets sur des centaines voire des milliers d'hectares. Donc oui ça bouge, alors après on peut toujours débattre, mais en tous les cas il joue un rôle très fort dans la transition aujourd'hui. Là vous avez donc une parcelle où on a mis un couvert qui a été planté en septembre 2021. Il n'y a pas eu de pluie jusqu'en janvier 2022. Et là on s'est dit c'est bon, tout a foiré. Et pourtant, février 2022, après les 2 coups de pluie, donc on a eu à peu près 15-20 mm à chaque fois, on a un beau couvert qui s'est développé très homogène. On l'a couché en fin du printemps. Et ça nous a fait un beau paillage en août. Et qu'est-ce qui se passe sur les parcelles sur lesquelles on n'a pas mis ça en place? On a ce que vous voyez ici, c'est-à-dire des herbes pionnières, vivaces, très compliquées, qui poussent. Et donc l'agriculteur a dit, c'est incroyable, j'ai compensé le prix de mes opérations et de mes semences par le fait que j'ai plus désherbé. Encore une fois, on trouve une combinaison entre l'économie, la praticité de travail et l'agronomie. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Ça sert à rien de développer des choses incroyables, mais qui coûtent super cher et que personne ne va adopter à part quelqu'un qui est fondamentalement convaincu. 99% des gens s'en foutent en fait de nos histoires. Là, vous êtes dans la salle, vous êtes sensibilisés, mais moi, quand je travaille avec voilà, des agriculteurs très conventionnels qui ont l'amour de la production et de leur métier, mais tout ça, c'est des histoires d'écolo, il faut les convaincre par l'économie, la praticité de travail. Ça sert à rien d'essayer de faire des choses rocambolesques. Et là, on a quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, et on a fait là des choses très simples. Moi, les couverts végétaux, là, super compliqués, nous, notre expérience, on a beaucoup travaillé en élevage, et en fait, j'appelle ça des métailles fourragées. Ça sert à rien de prendre des plantes extraordinaires. Avec 6 plantes, on sélectionne ce qu'il y a en local, donc de la vesse, soit de la vesse, de la févrole ou du pois, 3 céréales, triticale, avoine ou seigle. Je prends ce qu'il y a en local, 2-3 plantes, je fais mes mix, je mets 50% de légumineuses et feu. J'ai pas besoin de me compliquer la vie avec des plantes incroyables, des mélanges à 15 espèces, et ça fonctionne. Par contre, il faut un peu de céréales quand même pour faire ce paillage. Hein. Si vous allez trop vers la légumineuse, vous n'aurez pas cet effet-là. Donc il faut réussir à régler la machine, mais c'est pas hyper compliqué, c'est facile à adopter. Et là, on a eu un semoir en plus très classique. On a un peu travaillé les sols, parce qu'en fait, il fallait faire fi. Donc c'est là où, en fait, pour initialiser la machine, il faut un peu travailler. Je rejoins Alain là-dessus. Ne pas toucher, alors tout est cassé, ça sert à rien. Hein. Quand vous arrivez dans vous allez acheter une masure au fin fond des Cévennes et vous voulez la retaper, vous ne gardez pas tout en état. Vous cassez tous les murs, vous faites tout, puis après, vous mettez propre. Là, c'est la même chose. On peut passer. Et donc là, vous voyez que la parcelle de test, donc maintenant, ça ne va plus être une petite parcelle comme ça, parce que vu les résultats qu'on a eus, ça va s'étendre. Vous voyez que l'ensemble de l'écosystème est dégradé. On a les arbres irrigués, basta. Tout le reste, c'est désertique. Et en fait, c'est là où je veux en venir, c'est que, c'est la note d'espoir de la fin, c'est qu'à partir du moment où cette pratique, je suis désolé, à la con qu'on a développée, pas chère, robuste, vous prenez ça, vous le généralisez, ben votre petit cycle de l'eau, il est forcément influencé. Même si je ne vais pas fabriquer des super nuages parce qu'on n'est que sur un couvert herbacé, malgré tout, je vais augmenter l'humidité relative. Le matin, je vais avoir plus de rosée, donc je vais avoir une forme d'effet tampon. Alors ça peut favoriser plus de maladies aussi, notamment au début du printemps, mais je préfère, voilà, ça s'anticipe. Mais globalement, je me retrouve avec un outil simple et pas cher, robuste, de design d'écosystème. Je pense que c'est vraiment sur ça qu'il faut tendre, en tout cas nous c'est ce qu'on essaie de faire. Et donc, l'agriculture, aujourd'hui, qui occupe par exemple en France plus de 45% des surfaces, c'est pas juste un outil pour produire, c'est un outil de restauration des écosystèmes obligatoire, et donc on doit pouvoir tendre sur ces techniques robustes, simples et pas chères. Et quand je vois sur ces sols-là à 0,3% de matière organique ce qu'on arrive à faire, c'était pas gagné, hein. Moi je vous avoue, quand on a commencé le programme, j'ai dit allez, on va aller à fond sur la manette, mais est-ce qu'on va réussir? Et en fait, on s'aperçoit que ça marche très bien. Il suffit en plus, par exemple, de fertiliser un peu ce couvert pour le faire démarrer encore plus fort. J'investis un peu 2-3 ans pour le faire avancer, et j'aurai peut-être encore des résultats meilleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que si là on y arrive, près de Murcia, avec des sols extrêmement dégradés, un écosystème très dégradé, une pluviométrie qui est pourrie, on peut y arriver quasiment partout. Voilà. Par contre, il faut pouvoir faire ses choix rationnels d'un point de vue économique et ne pas designer des choses trop complexes de prime abord.
Peut-être qu'après 2030, quand on aura fait ça partout, on pourra commencer à complexifier. Voilà, merci. Super. Merci Sébastien. Ok, alors on va prendre une question. J'ai un peu duré, je crois. Bonjour, Florian, je suis vigneron. Moi j'ai une remarque. Je trouve qu'à travers tous les labels qu'on utilise, agroécologie et compagnie, il y a quelque chose de pas honnête dedans. Je m'explique pourquoi. On part toujours du postulat qu'il va y avoir du pétrole. Tout le système de semi-direct qu'on voit là, c'est magnifique. Ça marche tout avec une grosse machine, un semoir hyper compliqué, en mode low-tech, on n'y arrive pas. En tout cas, pas sur des grandes surfaces. Donc, en fait... Je suis pas d'accord, mais on en parle. Bah, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, le semoir à semi-direct, on peut pas dire que c'est quelque chose de simple. Oui, mais ça se fait à la volée. Je reviens du Bénin, là, ils sont tous à la main, on va développer des techniques qui marchent très bien. Le semi à la volée, vous le faites, quoi. Vous l'avez en France. Mais s'il n'y a plus de pétrole, il y aura beaucoup plus de main-d'œuvre. Non, mais on est bien d'accord, mais la chose aujourd'hui, c'est essayer de parler de systèmes qui vont être vers le futur, mais en considérant aussi le fait que cette énergie, il ne faut pas l'utiliser aussi fort qu'on l'a utilisé jusqu'à présent. Parce que c'est facile de dire on va pomper de l'eau, machin, on utilise de l'électricité. L'électricité, on l'a. Peut-être pas pour longtemps. Le pétrole, pendant combien de temps? Et je trouve que enlever cette notion de pétrole et d'énergie facile, parce que tout découle du pétrole, c'est aussi un petit peu se voiler la face. Et je trouve que c'est quand même important de le rentrer dans l'équation. Et on ne le rentre jamais. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais toutes les fermes, elles se diminuent par deux. Donc les fermes deviennent toutes de plus en plus grosses, avec des gens qui ont des plus en plus gros tracteurs. Et on en est là. Et je pense que quand on parle d'agriculture et qu'on parle d'avenir, on est obligé de rentrer dans l'équation. Et que ça soit tout le monde, personne n'en parle. Personne n'en parle. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. On ne rendez pas compte, mais aujourd'hui, si on devait battre un champ de blé à la main, voilà le chantier. Hein. Alors, je vais me permettre de répondre. En fait, vous êtes en train de prendre une partie d'une équation et de la localiser dans l'équation actuelle. Juste de rentrer ça dans l'équation. Oui, alors attention, si demain on n'a plus de sources d'énergie et de pétrole, l'intégralité des villes va se vider et on aura la même masse agricole et d'ouvriers, peut-être un peu feignants au départ, mais ça va très vite se lisser dans le temps, qui vont envahir les campagnes. Donc en fait, on ne peut pas prendre une partie et venir le coller dans une civilisation qui n'a plus rien à voir. Donc il y a deux solutions, et ça par contre, on peut ne pas être d'accord sur le postulat. Moi j'ai beaucoup réfléchi à ça, notamment à partir du Covid et tout, parce qu'on avait tous un peu plus de temps, on a tous plus lu, voilà. C'est vrai qu'il y a une hypothèse de technologiste, c'est-à-dire l'avenir, on va réussir à trouver des formes d'énergie, des formes d'organisation sociétale qui nous permettent à 7 ou 9 milliards sur Terre de tenir. Et il y a une autre hypothèse, plus naturaliste, où il y a une forme d'effondrement, parce que plus d'énergie, et derrière, on a une forme d'organisation sociétale différente. J'ai pas réussi à faire la synthèse entre ces deux postulats, et j'ai préféré choisir la première, parce que la seconde implique beaucoup de morts, beaucoup de guerres et beaucoup de problèmes. Attention, je ne dis pas qu'elle n'est pas valable, cette hypothèse. J'ai pas dit que cette hypothèse n'était pas valable. Je la connais et je la reconnais. J'ai juste choisi une autre hypothèse. Et j'ai choisi une hypothèse positive qui nous permet, à 9 ou 10 milliards sur Terre, de vivre en paix. Maintenant, on peut avoir le choix de dire, ça ne va pas arriver, mais en fait, ça me fait chier, je n'ai pas envie de me lever le matin en me disant que tout va s'effondrer, qu'il n'y a plus d'énergie d'énergie, et que je vais devoir prendre une carabine et tirer sur mon voisin parce qu'il n'y aura plus à manger, parce que s'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de camions, au bout de 3 jours, une ville comme Lyon, c'est fini. Hein. Supermarché, c'est plus du PQ, du Nutella, pourquoi on va se battre, hein, c'est pour des pâtes et machin. Donc à un moment donné, non mais j'entends, on va pas faire un débat d'idées, on va passer des heures là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que moi, mon postulat, c'est de dire, je tourne mes entreprises pour partir du réel et me dire que oui, demain le tracteur, il fonctionne à autre chose, peut-être que le pétrole. Les semences, on va devoir quand même être organisé et faire ça, mais j'entends qu'on n'est pas d'accord sur le fait que peut-être que mon scénario est moins probable que le vôtre, mais je pense que le futur ne se prédit pas, il se fait. Donc ce sera la somme de nos choix individuels qui nous permettra de tendre vers un ou l'autre des scénarios. Et moi j'ai choisi de choisir le premier scénario parce que le second ne me plaît pas et je préfère mettre mon énergie et mon jus de cerveau pour réaliser celui-là. Est-ce qu'il est complètement réaliste? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a vraiment un aspect aléatoire. Maintenant, pour changer l'aléatoire, je pense que c'est nos actions, mais je peux entendre, votre réponse est très pertinente. Et on essaie de travailler le volet énergétique dans nos projets, mais il faut l'assumer sans doute.
Je propose qu'on mette entre parenthèses cette discussion qui est absolument hyper intéressante et importante selon moi, mais qui ne peut pas rentrer malheureusement dans le planning de cette matinée dont le temps est déjà écoulé et il nous reste une intervention à avoir. Donc je vais prendre encore c'est une question. Ouais. Je fais la réponse rapide. C'est en réaction à ce qui s'est dit là? Un peu. Ah non, alors non. Désolé. On peut le faire à table ensuite, enfin à table. Oui, je pense que c'est des débats avec grand plaisir. C'est des positionnements en fait aujourd'hui qui sont viscéraux, donc on peut pas les discuter parce que c'est très compliqué d'être d'accord. C'est comme si vous dites, vous discutez politique ou religion, au bout d'un moment c'est compliqué. Donc par contre, il faut choisir. On peut les discuter, mais voilà, pas dans le temps de ce matin. Merci. Et ben du coup je donne la parole à Fabien. Pareil, si tu peux peut-être prendre juste un petit moment pour te présenter. Et puis, très bien. Voilà, bonjour à tous. On arrive à l'heure fatidique. On m'entend là, ça va? Bon bah bonjour. Donc moi je m'appelle Fabien Balaguet, je suis directeur de l'association française d'agroforesterie. On va évidemment parler de ce sujet tout de suite. Vous allez voir, c'est en gros tout ce qu'on vient de dire, avec au milieu des plantes géantes qu'on appelle des arbres. Et donc c'est quand même plutôt la même chose, simplement on va dézoomer, hein, on va passer du sol au paysage et vous verrez aussi qu'on ne pourra pas faire sans l'autre, l'un sans l'autre, parce que en fait l'arbre, ça c'est les bouquins d'écologie qui nous disent, l'arbre c'est une plante de sol fertile. Si on veut que ça pousse, si on veut que ça tienne toutes les promesses qu'on lui prête, il va falloir faire de l'agronomie autour. D'où ce terme, hein, agroforesterie, je ne vous fais pas un dessin. Et puis d'ailleurs, en fait, en termes énergétiques, l'arbre peut servir aussi. Alors vous ne mettrez jamais du bois énergie dans le réservoir du tracteur, mais il y a quand même des choses à réfléchir sans doute. Alors on m'a dit que ça pouvait marcher avec la souris, c'est ça? Très bien. Bon, alors je crois qu'on a déjà vu cette photo, je ne sais plus qui l'a montrée. Ce que personne n'a dit, entre autres, c'est une chose intéressante. Alors ça c'est dans le sud-ouest. Toute la grande parcelle devant, là, donc vous voyez, il y a une histoire quand même qui se devine. Il y a eu des choses qui ont disparu, il reste quelques vestiges. Il y a de l'arbre, hein, paradoxalement, sur la photo aérienne, on pourrait se dire, tout n'est pas perdu. Et en fait, cette grande parcelle devant, elle est en bio. Voilà, donc je pose ça sur la table. Et on en reparlera à midi, pas dans les questions. Simplement pour vous dire qu'entre le changement de pratique, le changement de produit et la reconception d'un système, évidemment, et vous l'avez compris depuis ce matin, il y a deux choses qui sont assez différentes, qui peuvent être complémentaires. Alors voilà, l'eau dans un territoire, ça coule, ça s'écoule, on l'a vu. Et puis on va parler des abords aussi des cours d'eau, puisque ce genre de choses, tout le monde sait que c'est pas idéal en fait, hein, il n'y a pas forcément besoin d'en débattre. Alors, on va revenir un petit peu sur ce à quoi ça pourrait ressembler. Hein, c'est-à-dire que ça aussi, c'est un cours d'eau, géré différemment. Alors, vous avez la fameuse trame bleue, puis la fameuse trame verte. Les deux étant indissociables. Et pour que ça se passe correctement, pour qu'il y ait une gestion durable de tout ça, il faut une approche collective. Ça veut dire que nécessairement, il va falloir mettre des acteurs autour de la table pour gérer tout ça. Alors, je reviens un peu en arrière. Hop. Voilà, sur finalement ma fameuse définition. Alors aménager, réguler, optimiser, j'aurais même tendance à dire rentabiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait là vous avez l'agroforesterie en image. Alors c'est deux extrêmes, hein, il y a tous les cas intermédiaires aussi, mais le but, très simplement de l'agroforesterie, c'est de maximiser la photosynthèse, de capter plus de soleil, cette fameuse énergie, de faire du bois, qui n'est autre que potentiellement une énergie solaire condensée, transformée, et de faire aussi toute la biomasse. Et là, je m'en remets à ce qu'a dit Sébastien, et évidemment, sans soleil, sans eau, pas de photosynthèse. Donc en fait, gérer de l'eau, c'est gérer des sols, c'est gérer des plantes, vous avez compris depuis le début. Mais cette approche-là, elle est productive et elle est nécessairement rentable si on veut qu'elle soit durable. C'est-à-dire que l'arbre en agroforesterie est une plante cultivée, contrainte dans son développement, avec un objectif, un cycle de production qui est plus long que la plante annuelle, mais qui doit être réel
et avec une approche coût-bénéfice, avec une approche aussi éventuellement du risque, hein, puisqu'on est sur des cycles longs. Et donc voilà, on est sur du bilan carbone évidemment, on est sur du bilan hydrique, et on est aussi sur du bilan économique. L'un ne va pas sans l'autre. Alors ça, vous l'avez vu, hein, les 3 F, freiner, filtrer, fixer. Alors j'ai un peu un chat dans la gorge, hein. Si jamais ça passe pas, je vais prendre un verre d'eau. Donc voilà, cette grande question finalement du bilan. Hein, tout n'est que bilan en agriculture. On nous dit souvent, ah oui, mais les arbres, ça consomme de l'eau. Merci. La vie consomme de l'eau. Ce qu'il faut regarder, c'est ce que ça produit. Alors, voilà, excusez-moi. Parfait. Donc voilà, la vie consomme, ou plus exactement utilise de l'eau, ça on est bien d'accord, l'arbre aussi. La réalité c'est que cette transpiration, on l'a vu depuis ce matin, bah, elle fait le fameux petit cycle, hein, l'eau verte, et que sans ça il n'y a rien. Donc il faut toujours regarder, encore une fois, cet effet flux entrant, flux sortant. Le but du jeu ça va être de maximiser les flux entrants, hein, donc, toute la question de la gestion des sols, et de minimiser tout ce qui sort. Donc paillage du sol, et puis bah, évidemment voilà, essayer d'optimiser l'usage. Et donc vous n'aurez pas d'agroforesterie autrement que comme ça. C'est-à-dire avec une approche sol-paysage, emboîtée, intégrée. Sinon vos arbres ne pousseront pas, donc en fait vous n'aurez rien de tout ce qu'on vous a promis. Donc l'agroforesterie, c'est peut-être un petit peu l'hydrologie et l'agronomie réunies. Alors, voilà, on a parlé d'Ernst Götsch tout à l'heure. C'est Chansa qui en a parlé rapidement. Ernst, il parle de planter de l'eau. Donc l'eau, ça se récolte, ça se plante. Et donc, évidemment, on peut gérer. Alors là, vous ne voyez pas les systèmes racinaires, mais il y a un point important quand même avec cette plante géante pérenne. Les systèmes racinaires, ils sont quand même là tout le temps, y compris d'ailleurs quand il pleut beaucoup. Donc en contre-saison par rapport à plein de cultures annuelles. Et donc, bah, on aménage à minima en courbe de niveau. Et alors, par rapport aux gens qui sont dans des territoires où il n'y a pas beaucoup de pentes, etc., il y avait un monsieur du Grand Nord tout à l'heure. Voilà. Alors, comme ça, vous avez eu le spoiler en direct, mais là, il n'y a pas énormément de pentes, et vous voyez quand même le résultat. Le jour où on a pris cette photo, on a pété l'appareil, parce qu'en fait, il est tombé dans l'eau. Et tout ça pour vous dire que, en fait, c'est cette irrégularité de la pluviométrie, hein, qu'on prend en pleine face de plus en plus. Hein. On attend qu'il pleuve, on attend qu'il pleuve, on attend qu'il pleuve, on attend qu'il pleuve. Le jour où ça tombe, bah, il y en a trop, et en fait, l'eau dégrade le sol dégrade l'eau, on ne sait même plus comment ça se passe. Voilà. Et il faut ressemer en partie si ça tombe au mauvais moment, donc pour l'agriculteur, c'est pas drôle. À la fin, ça donne quand même ça. Hein. Donc ça, je ne sais pas si c'est de l'eau bleue ou de l'eau verte ou de l'eau marron, en fait. Mais voilà, il y a la quantité, et puis après, il y a tout ce qui est qualité, matière en suspension, pollution diffuse, etc. Quand vous allez voir les agences de l'eau, ça, elles comprennent assez vite. Puisqu'en fait, après, c'est des coûts. Donc quand on regarde l'économie de tout ce système, il y a l'économie à l'échelle de la ferme, il y a l'économie à l'échelle du territoire. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais pour faire de l'eau potable, on met pratiquement 3 fois plus de moyens qu'il y a une trentaine d'années. Et le résultat est moins bon. Donc ça, c'est de l'Adour, pour ceux qui connaissent. Alors, quelques mesures, quelques chiffres. Hein. Alain en a beaucoup parlé, notamment. Donc, voilà, on a des fermes pilotes. Et finalement, on regarde la capacité d'infiltration à certaines saisons en fonction de la ligne d'arbre. Donc le bleu, c'est la ligne d'arbre. Et puis après, vous vous éloignez, B, C, D. Et puis, vous avez le cas au mois de mai et le cas en octobre. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais on a une infiltration sur la ligne d'arbre 11 fois supérieure en moyenne par rapport aux cas témoins. Et je dirais à contexte égal. C'est-à-dire qu'il y avait des modalités où il y avait du couvert, pas d'arbre, et puis des modalités où il y avait du sol nu, pas d'arbre. Puis après, arbre couvert et arbre tout seul. Voilà. Donc tout ça, c'est
on mesure vraiment l'effet de l'arbre dans ce cas-là, de la ligne d'arbre correctement positionnée, correctement gérée, avec une bande enherbée en bas, puisque ça fait partie quand même du système. Et l'agriculteur lui-même a dit « Ah mais en fait, c'est de l'irrigation gratuite ». Parole d'agriculteur. Et puis quand on parle de l'eau, on parle très rapidement aussi du microclimat, ou du climat en tout cas, puisque plus il y a de vent, moins il y a d'eau, en réalité, ou moins il en reste une fois que le vent est passé. Et donc en agriculture, voilà, on a ces approches aussi d'atténuation des extrêmes. L'arbre en fait est un amortisseur, un filtre à air, pour que ça filtre correctement et que ça protège sur, on nous dit, entre 15 et 20 fois la hauteur. Il faut correctement concevoir ce qu'on appelle le brise-vent. Voilà, c'est un métier. C'est pas hyper compliqué, mais un mur de pierre, ça filtre pas l'air et ça rebondit, et donc ça, derrière, ça protège rien. Voire ça accélère le problème. Alors voilà, un tracteur au décollage. Tout ça pour rappeler que même quand c'est plat, c'est tenté que ça existe, des parcelles plates, il y en a quelques-unes quand même, quand vous allez dans les Landes où on bosse, il y a des parcelles vraiment plates, où vous voyez très loin. Dans ces cas-là, il y a quand même aussi une pertinence à raisonner le paysage et la gestion des flux d'air dans ce cas-là. Et encore une fois, l'air et l'eau, c'est indissociable. Alors une photo que j'aime bien, alors, je ne sais pas ce que ça vous inspire en hypoglycémie, à 10 minutes de l'heure que tout le monde attend. Mais en réalité, voilà, alors là on est en Normandie. Non, c'est pas vrai. Alors on est où là? Espagne. Alors on n'est même pas à l'heure espagnole, là, on est encore plus au sud. Maroc. Voilà, on est au Maroc. Cet arbre-là, c'est un arganier. Je ne vous fais pas un dessin, mais vous le connaissez peut-être sur les usages cosmétiques notamment. Donc un arbre à très forte valeur ajoutée. Et puis, on nous dit, voilà, quand il n'y a pas d'eau, attention à la concurrence et tout ça. Et donc, dans des contextes particuliers, à des saisons particulières, quand il y a de l'arbre, il y a de l'herbe. Dans ces territoires-là, il y a de l'élevage, il y a des chèvres. Je ne vous ai pas mis la photo, mais quand il n'y a plus d'herbe, elles montent dans l'arbre et tout, c'est assez drôle. Donc ça veut bien dire qu'il y a aussi l'aspect microclimatique peut aussi finalement se cantonner presque au mètre carré de sol et presque à l'aplomb de l'arbre, sachant qu'il y a aussi, après étude de tout ça, on s'est aussi aperçu qu'il y avait des choses qui se passaient dessous, puisque vous avez vu, il y a quand même au moins autant de biomasse dessous que dessus. En général, il y en a même beaucoup plus. Ça dépend comment l'arbre est taillé, évidemment. Et donc ces systèmes racinaires qui en agroforesterie sont façonnés par la compétition directe avec les cultures, donc qui ont tendance à aller explorer encore plus bas, donc quelque part à aller envoyer de l'eau plus bas, du carbone aussi. C'est la fameuse porosité de profondeur finalement, au-delà des 2 ou 3 mètres que la culture peut explorer. Eh bien on a cette espèce de filet de sécurité, voilà, qui permet tout un tas d'interactions. Alors ce schéma, on peut y passer une demi-heure parce qu'en fait il dit tout. Mais il y a des systèmes, y compris, il y a des phénomènes d'ascenseur hydraulique. Donc l'arbre a la capacité à faire remonter de l'eau de ses racines profondes et à la réexuder finalement en surface pour nourrir ses racines de surface. Au départ, il ne le fait pas pour la culture qui est autour. Voilà. Donc il y a des choses qui se passent, il y a des aspects aussi de mycorhizes, etc. qui font qu'on peut avoir des synergies, des choses voilà, où on a une symbiose du 1 plus 1 égale 3, entre guillemets, entre des plantes qui au départ pourraient être en compétition. Donc l'agroforesterie, ça sera toujours de la gestion de compétition pour atteindre une complémentarité. Sans gestion, il n'y a pas d'agroforesterie. Un arbre en port libre, ça ne marche pas ni dans un champ, ni dans une parcelle d'élevage, etc. Il faut effectivement bien se rappeler ces choses-là. Alors voilà, l'arbre il est évolutif dans un système agroforestier nécessairement, donc ça c'est un arbre tétard, c'est peut-être le terme, on parle de treuil aussi, il y a tout un tas de termes en fonction des régions. C'est un arbre qui permet de maximiser la production de biomasse, de minimiser la compétition pour la lumière. Bref, un arbre inventé par les paysans à leur bénéfice et finalement un peu partout dans le monde. Seul endroit où il n'y en a pas, c'est aux États-Unis parce que
il y a eu un break dans l'histoire entre le traditionnel et le nouveau monde. La question de la valorisation, donc on peut revenir sur des usages énergétiques par exemple, mais ça peut aussi faire du bois litière pour les animaux, ça peut faire éventuellement un fourrage. Je crois qu'Alain a touché du doigt le sujet du mûrier blanc par exemple, mais c'est pas le seul arbre, voilà, qui est un peu le frigo de l'éleveur, en plein été, ou le congélateur, hein, ce qu'on ouvre quand il n'y a plus rien ailleurs. Tout ça, ça demande aussi une organisation collective. Hein. On parle de CUMA, donc d'organisation en groupe avec de l'investissement matériel partagé. Bref, des usages, une économie de territoire local, des emplois aussi éventuellement. Alors, on a très peu parlé d'élevage depuis ce matin, mais même chose. C'est quand même un peu la désolation. Hein. On est dans des territoires historiquement d'élevage. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la solution. Je veux dire, en fait, vous êtes encore là, du coup, vous ne dormez pas. Donc en agroforesterie, élevage, on peut faire plein de choses géniales. Parce qu'en plus, comme on nous dit que l'élevage, ça ne pourra pas marcher, que ça pollue, je parle d'élevage herbivore, mais en fait, prenez le poulet ou le cochon, c'est pareil, il y a des choses excellentes à faire, économiquement très rentables. Parce que mettre du fruit à coque au-dessus des poulets, je ne vous fais pas le résultat du tableur Excel. Si vous le voulez, on vous le donne, hein, mais voilà, c'est des choses qui... c'est pas débattable, c'est juste extrêmement rentable. Mais voilà, en élevage herbivore, donc on a cette pratique du pâturage tournant, hein, donc avec des couloirs de pâturage, et nous, ce qu'on aime bien, c'est que ça crée des bordures. Du coup, on s'amuse. Voilà. Donc il y a plein de choses à faire. On a des systèmes où on peut mettre de la haie fourragère, y compris en bordure de parcelles. Quand on fait les bilans carbone, c'est pas déconnant, voire on a des élevages agroforestiers qui arrivent à compenser et stocker 20% de plus que ce qu'ils émettent. Hein, ça, c'est les meilleurs, donc 120% de l'émission. Avec, évidemment, l'emboîtement du système, hein, c'est-à-dire la prairie bien gérée, pâturage tournant, voire pâturage même intensif, régénératif, etc. Et puis de l'arbre, lui aussi bien géré. Hein, encore une fois, il n'y a pas de miracle. Voilà la synthèse en images. Je crois qu'il reste 2 ou 3 diapos, simplement pour rappeler, alors en guise de conclusion ou d'ouverture, c'est vous qui verrez, que tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc là, on est sur une ferme, voilà, qui a accompli une transition, c'est déjà un peu ancien, mais voilà, entre 2006 et puis 2013. Et vous voyez qu'évidemment, voilà, Rome ne se construit pas en un jour, et l'agroforesterie non plus. Donc, pas à pas, en apprenant aussi, parce que c'est un changement de métier pour l'agriculteur, donc en apprenant petit à petit les techniques, parce qu'encore une fois, planter c'est bien, mais gérer c'est mieux. Et puis là, vous voyez, on est il y a 10 ans, donc planter encore tout droit, peut-être que demain on fera autrement. Je crois qu'on n'aura pas le choix en fait. Mais voilà, c'était il y a 10 ans, ça fait partie de l'apprentissage. Et puis il y a aussi des endroits où ça restera droit, hein, pour plein de raisons, hein, bien sûr. Et cette transition qui prend du temps, c'est la même chose à l'échelle du territoire. Donc ça va nous demander de dézoomer, nécessairement, parce que quand on fait de l'agroforesterie à l'échelle de la parcelle, c'est bien, mais en fait, faire de la gestion de l'eau, de la biodiversité et du climat à l'échelle de la parcelle, c'est vivre un peu en autarcie, quoi. Voilà, donc il faudra dézoomer, et ça veut dire qu'il faudra travailler ensemble. Et alors on le fait déjà, alors c'est un programme qui existe depuis une dizaine d'années, pratiquement aujourd'hui, 8 ou 9 ans, qui s'appelle Agro, donc on ne sait pas trop embêter, hein, agriculture et eau, porté et co-construit avec les agences de l'eau. La première d'entre elles, ça a été l'agence de l'eau à Dourgaronne, donc le fameux bassin hydrographique, hein, dont on a parlé tout à l'heure, dans lesquels il y a évidemment des bassins versants sur lesquels on peut travailler à plus petite échelle. Mais en tout cas avec ces acteurs-là, alors je ne sais pas si l'agence de l'eau ici est présente aujourd'hui, mais allons les voir, allez les voir, faisons tout ce qu'on peut, parce que ces acteurs-là, ils comprennent les enjeux, hein, il n'y a pas de problème. Et surtout, on a des pilotes qui nous montrent qu'à ces échelles-là, avec des outils et des méthodes adaptées, partagées,
on arrive à mutualiser, à rassembler, alors non seulement des agriculteurs pionniers, mais aussi finalement toute la constellation de structures du développement agricole, hein, puisqu'on n'en manque pas. Et l'enjeu finalement, c'est d'arriver à mettre tout ça bout à bout, à faire la couture pour optimiser à la fois les moyens financiers et les moyens humains disponibles, parce qu'on l'a dit, on n'a pas le temps. Et certains nous disent on n'a pas l'argent. Moi je considère qu'on en a encore beaucoup quand même dans ce pays, mais c'est une question de politique. Voilà. Super, merci. Merci Fabien. Merci pour cette aussi excellente transition du coup avec le programme de cet après-midi, puisque du coup, voilà, tu voulais juste dire un petit mot. Merci beaucoup à tous et à toutes. On va vous libérer maintenant. Pour celles et ceux qui veulent rester, l'objectif cet après-midi, on n'a qu'une heure, on va être très productif pour réfléchir à la suite à donner sur cette association qui est en train de naître. Et on est très fiers et honorés aussi de le faire avec la FAF par exemple, mais aussi d'autres et des spécialistes. Malheureusement, effectivement, l'agence de l'eau n'a pas pu être là aujourd'hui, mais on a des représentants institutionnels comme le Grand Annecy, qui est un acteur clé du territoire du Grand Annecy. Donc voilà, demain, même le micro est mort, même le micro a faim. Et donc voilà, on va essayer de construire tout ça avec les acteurs. Donc je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à ta présentation, mais je crois que vous avez tous très très faim. Et moi aussi, puis on peut en discuter autour d'un verre et d'un bon buffet du coup qui a été préparé aux petites cantines avec des produits locaux et mis en valeur le plus possible pour leur démarche engagée. Merci beaucoup à tous et à tous.